Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour une nouvelle semaine du LGF, le Grand Forum, jusque 18h. Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui, en ce lundi, notre Ali National, directeur commercial. Comment ça va mon Ali ? Très vite, très bien. Tu as comme quelque chose de DZ en toi. Hein, j'ai l'impression que tu nous as ramené un peu de soleil d'Algérie. Oui, j'ai eu l'occasion de passer quelques jours en Algérie, une petite semaine. Ouais, tout à fait, ouais. T'as une belle mine, hein, ça se voit, Pardon direct. T'as une belle mine, bien sûr, ça se voit, direct. Ouais, en plus, j'étais à Bab el Oued, donc t'imagines encore mieux. Toi, t'as mangé des bonnes dates là-bas. Hein. Des dates, et beaucoup de choix, hein. Comment on dit en français le choix. Je sais pas comment on dit, tu vois. Barbecue. Le barbecue, le méchoué. Le méchoué. T'as mangé le méchoué. Riyad d'Algérie, c'est tout. J'ai mangé, bon, très bien. La mer et tout ça. Gamal Abina est avec nous comme chaque lundi, le fondateur du MDC. Comment ça va mon Gamal ? Ça va très bien, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end. Eh ben oui, ils vont tous bien, ils ont tous passé un bon week-end, du moins j'espère. Voici le programme. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. La battle tout à l'heure pour cette fin d'émission. Et oui, on parlera de la guerre en Ukraine. Puisque le média français, visiblement en particulier, nous disent que les Ukrainiens ont repris énormément de territoire, de mètres carrés. C'est ce que d'ailleurs nous a dit monsieur Bernard-Henri Lévy, annonçant que la guerre était perdue pour Poutine. Alors du coup, Poutine a-t-il perdu la guerre ? C'est la question que l'on vous pose dans le battle tout à l'heure. Pour l'instant, vous êtes 80% à dire non sur Twitter. Le Grand Forum FM2, 20% à dire oui. On verra ce qu'il en est avec vous tout à l'heure pour cette fin d'émission. Il y aura évidemment le quiz. Et puis cette question que l'on se posera, l'Algérie, les DZ, sont-ils de retour sur la scène diplomatique ? Un débat chaud et houleux qui aura lieu tout à l'heure entre Ali et Gamal Abina. Le zapping, bien entendu. Et puis, pensez-vous comme Macron, qui nous a indiqué jeudi après-midi, quand il a réuni les préfets, que la politique d'immigration de la France était absurde et inhumaine. Du coup, il a donc profité pour annoncer un nouveau projet de loi pour début 2023. On verra ce que vous en pensez. Puis le fait du jour, c'est l'affaire Quatennens, ce député grand leader de la France Insoumise qui est accusé de violence conjugale. Il a reconnu les faits vis-à-vis de son ex-femme, lui a remis une gifle. Du coup, on se posera la question, évidemment, doit-il démissionner de sa fonction de député ? Il a annoncé qu'il se mettait d'ores et déjà en retrait du mouvement pour le protéger, dit-il. Mais est-ce qu'il faut du coup, maintenant qu'il a avoué les faits, qu'il démissionne de son poste de député ? C'est ce que lui demande par exemple Sandrine Rousseau. Voilà, on verra ce que vous en pensez évidemment dans quelques instants. Mais avant toute chose, c'est évidemment le clin d'œil, ou plutôt les clins d'œil, messieurs, pour commencer cette émission avec des clins d'œil qui évidemment font un petit regard sur l'actualité de ce 19 septembre. Tiens, 1899, mon cher Gamal, mon cher Ali, c'est Dreyfus qui est gracié par le président de l'époque, évidemment. Alors, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui disait ici, à ce micro, que les Juifs ont eu l'affaire Dreyfus et que les musulmans ont eu l'affaire Ramadan. Est-ce qu'il faut la comparer, d'ailleurs ? Oui, tu veux que je réponde ? Oui, vas-y. Oui, on peut la comparer, pas sur le fond de l'affaire, évidemment, parce qu'on n'est pas sur les mêmes accusations et en aucun cas sur le même type de vision antisémite. Mais oui, on peut comparer pour deux raisons. La première, parce que dans l'affaire Dreyfus, il y a une histoire de trahison. On sort de la guerre de 1870 que les Allemands ont remportée. On se rend compte que les Juifs français ne sont pas vraiment vus comme des Juifs. Il y a une très forte montée de l'extrême droite en France et surtout des courants antisémites, dont le premier parti, les gens ne savent pas, antisémite avait été créé en France. Premier parti antisémite, c'est quand même pas rien. Je vous redonnerai le nom plus tard parce que ça m'en viendra. Et surtout, Dreyfus est embarqué dans une affaire où il est accusé par d'autres personnes, injustement d'autres capitaines et autres généraux, d'avoir trahi la France au profit de l'Allemagne. À l'époque, c'est la Prusse. Et à partir de là, il y a une levée de bouclier. Alors pourquoi c'est un rapport avec Ramadan ? Parce que simplement, lorsque Dreyfus est accusé, il est accusé comme étant un corps allogène, un corps qui ne vient pas du corps constitué, enfin du corps français plutôt, même des corps constitués de l'armée finalement. Et surtout, il est accusé à tort par des personnes qui ourdissent un complot, et on peut oser le mot, c'était bien un complot contre lui, dans le but de pouvoir éviter eux-mêmes d'être poursuivis. Et ce qui se passe, c'est que toute la presse à l'époque, et les gens ne savent pas que même Zola est tombé dans le panneau, et toute la presse a tiré à boulet rouge contre Dreyfus, non pas pour des questions antisémites pour certains, mais tous disaient qu'effectivement il avait trahi. La presse la plus violente étant celle de Rumeau disait qu'il avait trahi et que c'était un juif et tout ce qu'on peut imaginer de la trahison du peuple d'Aïssi, de Juda et tout le reste. Et donc Dreyfus va prendre quand même des années à Cayenne, dans un bagne, pour l'accusation qui va être
très rapidement, au bout de quelques années, levé. Il va être gracié. Mais là où on peut comparer avec Ramadan, c'est qu'il y a effectivement un pugilat, une levée de bouclier de toute la presse française. Et sur le dossier Ramadan, indépendamment du fait que les accusations ne sont pas du tout de la même nature, il y a quand même l'aspect, le corps étranger, l'étranger en l'occurrence, là c'est le musulman et pas le juif, qui aurait par nature ou par nature, donc la trahison, ou par nature le viol, voulu violer des femmes avec plusieurs accusatrices. Et on se dit que, à la limite, que l'accusation soit attayée ou pas, c'est pas important, c'est que la presse s'empare immédiatement du dossier pour dire qu'effectivement, il est déjà coupable. Il n'y a pas de dossier, l'instruction est en cours, mais considéré comme coupable. Et il va faire 9 mois et demi de prison alors qu'il n'y a toujours pas de jugement. Ouais. Donc sur ce plan-là, il y a deux aspects qui s'en rapprochent. C'est le pugilat de la presse, c'est une chose, où tout le monde est d'accord pour dire que Ramadan est un violeur. Et le second aspect, il fera de la prison, non pas le bagne évidemment, il va faire de la prison pendant 9 mois alors qu'il n'est toujours pas jugé. Et ça donne quelque chose par rapport à cette idée, c'est de se dire que finalement, il y a un sous-jacent raciste qu'on avait chez Dreyfus, dans l'affaire Dreyfus, et qu'on retrouve chez Ramadan pour certains éditorialistes, pas toute la presse évidemment, mais en substance, c'est vrai qu'on a le sentiment d'un pugilat, que le procès est fait d'avance alors qu'en vérité, on n'avait pas encore les dossiers. Ali, ne dit-on pas comparaison n'est pas raison? Alors, pour revenir effectivement sur ce que vient de dire Gamal, la seule problématique concernant effectivement le dossier Tariq Ramadan, c'est qu'en fait, on le présentait. C'est un homme peut-être qui a commis des délits, des viols, ça on ne sait pas, hein, la justice de voir. Mais c'est vrai qu'on mettait toujours en avant sa religion. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je préfère qu'il soit jugé en tant qu'homme, hein, s'il a commis des délits, plutôt qu'on parle H24 de sa religion, de son poids, de ses idées qui n'ont absolument rien à voir éventuellement avec sa vie quand la porte est fermée. Hein, je veux dire, c'est quand même différent. Dominique Strauss-Kahn était quelqu'un qui était brillant, économiquement, sur le plan intellectuel, absolument, et de bonnes idées. On sait qu'il avait quelques petits soucis, je pense, effectivement, quand la porte était fermée, il avait effectivement tendance à ne pas contrôler ses pulsions. Donc ce qui était effectivement là où on peut faire un parallèle, c'est effectivement sur le côté effectivement religieux. Tariq Ramadan, c'était pas, entre guillemets, le violeur qu'on jugeait, c'était avant tout le musulman, et accessoirement violeur. Et c'est là où c'est un peu problématique. Et là, effectivement, je pense que quelque part, il y a une forme, un peu de parallèle, mais c'est vrai que pour revenir sur ce que disait Gamel, là je suis un petit peu d'accord. Je pense qu'effectivement, mettre en avant sa religion, c'est quelque chose de relativement problématique. D'ailleurs, j'ai d'ajouter une chose que je vais oublier de ramener, qui est importante. C'est que le capitaine Dreyfus, donc, va subir non seulement l'humiliation d'une condamnation, mais il va être, bon, je ne sais pas si vous connaissez cette scène, il va être dégradé en public de tous ses titres militaires, et il va casser finalement son épée, qui est un symbole très fort à l'époque d'une France qui est quand même très traditionnelle. Et donc il est dégradé, tout comme Ramadan sera dégradé de ses titres de grand penseur musulman et tout. Alors lui, sur le thème médiatique, évidemment. Et le sentiment qu'on a, c'est que Dreyfus représente aux yeux des antisémites le juif, donc les juifs, et Ramadan, le musulman, donc les musulmans. C'est ça le rapport qu'on a. Alors, autre clin d'œil, messieurs, on est en 1893, c'est la Nouvelle-Zélande qui est le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes. C'est énorme. Ça, c'est beau, ça. Les gars, ça méritait quand même un beau clin d'œil, non? Surtout quand on sait que c'est la couronne d'Angleterre, c'est ça qui est impressionnant quand même. C'est une bonne leçon, c'est vrai, parce que la France, il a fallu attendre 1945. 46, oui. Effectivement, nous en France, on a le droit de voter depuis à peu près les femmes depuis moins de 80 ans. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal pour un pays comme la France, alors qu'on voit des pays comme la Nouvelle-Zélande qui sont effectivement des anciennes colonies anglaises. Précurseurs, on peut le dire. Au-delà des précurseurs, c'est déjà effectivement la vision. Et puis c'est des pays qui ne mettent pas trop en avant qui mettent pas en avant le fait qu'ils ont donné le droit de vote aux femmes, alors que nous. Moi, j'aurais rajouté une chose quand même, c'est la couronne d'Angleterre. Donc il y a une chose qui est importante à soulever par rapport à ça, puisque actuellement on est en pleine funérailles. En pleine funérailles de la reine d'Angleterre, donc qui est aussi pareil, qui donne un sentiment que l'Angleterre, sur la question de la misogynie assez crasse qu'il y a en France, a dépassé ça il y a longtemps. Ça a commencé avec Victoria, quand même, un pouvoir très important pour une femme. Ensuite, on a eu Thatcher. Ensuite, on a eu évidemment, avant la reine d'Angleterre, la reine mère et la reine fille. Et puis aujourd'hui, on a 3 premiers ministres au Royaume-Uni quand la France est incapable de mettre à la tête de l'État une femme. Donc ça dit des choses quand même sur l'évolution de la société française. La première ministre est une femme. Non, je parle de la tête de l'État, pas le gouvernement. Ouais. Bon. En Angleterre, la première ministre que tu dis est une femme, mais c'est la chef de l'État. Sinon, un événement, ce qui s'est passé en 2019, il y a 3 ans jour pour jour, c'est la disparition de l'ancien président Zine Abdine Ben Ali en Arabie Saoudite, vous le savez. Il est mort donc le 19 septembre 2019. Écoutez ce petit reportage de France 24 qui rappelle un petit peu le parcours de Zine Abdine Ben Ali. C'était la dernière apparition publique de l'ex-président Ben Ali, la veille de sa fuite en Arabie Saoudite, lors d'un discours à la nation. Pendant 23 ans, il règne sur la Tunisie et contrôle tout.
C'est précisément le 7 novembre 1987 qu'il prend le pouvoir après ce qu'on a appelé un coup d'état médical contre le père de l'indépendance du pays, Habib Bourguiba, jugé trop vieux pour gouverner. Après des études à Saint-Cyr en France, Ben Ali mène une carrière discrète mais efficace. Il est nommé à la tête de la Sûreté nationale, puis entre en politique et occupe successivement le poste de ministre de l'Intérieur et celui de Premier ministre. À son arrivée à la tête de l'État, il a 51 ans. Il est accueilli avec beaucoup de méfiance par le peuple, mais très vite, il promet des réformes et s'engage à démocratiser le pays. Nous prenons des mesures quotidiennes en faveur des citoyens. Et à ma connaissance, l'opposition, le comportement et la réaction de l'opposition est très encourageante. L'année 1989 marque un tournant. Les islamistes obtiennent 17% aux élections législatives et deviennent la deuxième force politique du pays. Pour Ben Ali, c'est une menace qu'il brandit. L'islamisme est alors en plein essor chez le voisin algérien. Arrestations arbitraires et tortures deviennent courantes. La répression est très dure, mais elle est cautionnée par certains en Tunisie et même aussi à l'étranger. Les élections pour lui ne sont qu'une simple formalité. Avec une opposition muselée, il est réélu à 4 reprises avec plus de 94% des voix. Et quand on lui reproche de ne pas respecter les droits de l'homme, voici ce qu'il répond. Qu'est-ce qu'on nous reproche pour les droits de l'homme? Qu'est-ce qu'on nous reproche? Allez-y, posez des questions. Ses partisans, eux, affirment qu'il aura fait beaucoup pour les droits de la femme, pour développer le secteur du tourisme et attirer les entreprises étrangères. Mais la corruption devient monnaie courante, surtout dans l'entourage de sa seconde épouse, Leila Trabelsi. Cette ancienne coiffeuse et sa famille prennent des parts dans un grand nombre de sociétés du pays. Les Ben Ali et les Trabelsi saisissent des terrains, font construire des palais gigantesques et achètent des biens de Paris à Dubaï. Chômage, répression politique marquent le quotidien des Tunisiens qui, pour beaucoup en 2011, n'en peuvent plus. On ne peut pas respirer en Tunisie, on ne peut pas raconter une blague sur le compte du président ou de la famille présidentielle. Les difficultés économiques à elles seules ne justifieraient pas cette révolte, cette intifada. Une révolte qui trouve son apogée au mois de janvier 2011. Le 14, Ben Ali n'a plus le choix, il doit quitter le pays et se réfugier en Arabie Saoudite. La justice tunisienne émet un mandat d'arrêt international, mais elle n'obtiendra pas le retour de l'ancien président. Avant sa mort, c'est donc par contumace que Ben Ali est jugé à plusieurs reprises. À chaque fois, il est condamné, notamment à perpétuité, pour les crimes commis pendant la Révolution. Voilà pour ce petit portrait réalisé par nos amis de France 24 sur Zine El Abidine Ben Ali. Qui est donc a quitté ce monde le 19 septembre 2019 en Arabie Saoudite. On entend un petit peu ce refrain en Tunisie, étant donné la situation, une espèce de nostalgie de Ben Ali réapparaître chez certains Tunisiens, Ali. Bah moi qui ai l'occasion de... Tu peux le comprendre, tu peux l'entendre, tu peux le percevoir, comment tu l'entends? En fait, ça prouve que le régime qui est en place, il n'y a pas de notion de continuité ou de préparation, effectivement, quand il est parti. Après, derrière, forcément, les gens peuvent penser que c'est période de transition, mais on se rend compte que c'est une forme peut-être de chaos. Les institutions en place, on parle de corruption, mais après, apparemment, ça se développe encore à vitesse grand V. Un président qui a régné pendant 25 ans, lorsqu'il est parti, est-ce qu'il a préparé l'opposition? Est-ce qu'il a préparé les partis politiques qui étaient prêts? Donc on se rend compte que effectivement le pays n'était certainement pas prêt, certainement. Hein. Preuve en est, aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est complètement sclérosée, hein, avec un président, preuve en est, il est en train d'avoir des comportements, je crois, un petit peu... Il reproduit, je crois, le schéma de Ben Ali, hein, puisqu'il est en train de s'accaparer une grande partie des pouvoirs. On voit que la situation économique du pays, elle est loin d'être enviable. En plus, ils ont passé la période du Covid pendant 2-3 ans, qui a montré effectivement toute la fragilité de l'économie tunisienne et surtout de ses institutions. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on va en Tunisie, quand on nous parle de corruption, surtout de sécurité, forcément, Christophe, les gens vont te dire, à l'époque... C'était bien parce qu'à l'époque de Ben Ali, on avait de la sécurité, on avait la police, on était tranquille. Mais en fait, quelque part, il est aussi responsable, effectivement, de la situation actuelle du pays. Voilà. Gamal, les nostalgiques à la politique benalienne, ça te parle?
Tout à fait, mais ils ne sont pas nostalgiques par rapport à la dictature bénalienne parce qu'elle était totale. Il faut avoir été en Tunisie, et j'y ai été à l'époque, pour savoir à quel point c'était vraiment. Est-ce qu'on peut étouffant. parler plus de totalitarisme que de dictature? Dictature, non pas totalitarisme. Totalitarisme, c'est un mouvement très particulier qui consiste à transformer en totalité la société, littéralement à la révolutionner et à revoir tous les fondamentaux. Le totalitarisme, on l'a vu en Allemagne nazie, on l'a vu effectivement chez Pol Pot, mais en aucun cas en Tunisie. Ça reste des régimes autoritaires ou dictatoriaux, mais pas totalitaires. Alors simplement pour répondre à la question, oui, pourquoi est-ce qu'ils sont nostalgiques? C'est pas la dictature qui les a séduits, évidemment. C'est la stabilité économique. C'est vrai que du temps de Bellani, et c'est indiscutable aujourd'hui, on peut pas dire le contraire. Ouais. La stabilité est au rendez-vous. Après, il faut se rappeler... Les gens avaient à manger. Ils travaillaient. Juste ne pas parler, quoi. Ils pouvaient rien dire, mais surtout, il y avait aussi l'autre aspect, qui est quand même pas glorieux, c'est que la famille de Trabelsi, donc la femme de Ben Ali, avait confisqué toute l'économie du pays. C'est un truc qui est quand même pas rien. Et ça, c'était étouffant aussi. Donc c'est vrai qu'il y avait cet aspect stabilité indiscutable, une économie stable et développée. Il faut reconnaître que le travail qui a été fait en 60 ans est considérable. Mais à côté de ça, évidemment... Bon, voilà, en tout cas, pour ces clins d'œil du jour, dans un instant, les faits du jour, il y en a deux. C'est Biden qui nous dit que le Covid est terminé alors qu'il y a encore eu 2000 morts la semaine dernière aux États-Unis. Et Adria Kapnas qui se met en retrait du mouvement, mais qui conserve son poste de député après les accusations de violence conjugale. À tout de suite, ne bougez pas, vous êtes bien sur France Maghreb 2, évidemment. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Gamal Abina ainsi que Ali sont avec nous aujourd'hui en ce lundi pour débuter la semaine sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, vous pouvez intervenir évidemment dans cette émission à n'importe quel moment au 01 40 33 9000. Joe Biden, président américain, nous annonce que la pandémie du Covid est terminée, que c'est fini. Il y a encore eu quand même la semaine dernière 2000 morts aux États-Unis dus au Covid. Gamal, on en a fini avec le Covid, il a raison Joe Biden? Alors, dans les faits, il a raison, il y a un reflux considérable et que les États-Unis, il faut se rappeler quand même qu'ils tournaient entre 2000 et 4000 morts par jour, il y a encore 3 mois. Hein. Donc, effectivement, il y a un reflux considérable. Si on fait une moyenne sur une semaine, c'est pas grand-chose. Il y a eu encore 8 morts hier, donc c'est marginal sur un pays de presque 400 millions d'habitants. Mais de toute façon, faut pas trop qu'ils se la racontent là-dessus d'abord parce que l'hiver arrive et qu'on sait qu'il va y avoir un rebond des contaminations. Et parallèlement à ça, la vaccination aux États-Unis a été extrêmement faible pour l'inventeur Pfizer. Donc, je pense qu'il ne devrait pas trop se la raconter parce que c'est quand même catastrophique. Plus d'1 million de morts. 1 million. Ali, il est imprudent, le président américain, là, de parler ainsi? Vu l'âge du phénomène, hein, c'est bizarre. Il a eu le Covid et apparemment il a été épargné. 2 ou 3 fois il l'a eu en plus, hein, pas qu'une fois. Hein. Donc effectivement, mais je pense qu'au bout d'un moment, on sait bien qu'un virus, au début, il peut être effectivement... Il peut être létal, mais maintenant c'est terminé, ça va être un virus avec lequel on va vivre. Hein. Le Covid restera, on lui donnera peut-être un autre nom, mais on va avoir le Covid, comme disait Gamal, on va l'avoir en décembre, mais, voilà, certainement, mais avec, maintenant comme on sait le soigner, entre ceux qui sont fait vacciner, peut-être effectivement des antibiotiques, il y a des traitements, donc tant mieux. Après, bien entendu, il faut toujours faire attention aux personnes toujours âgées, fragiles, diabétiques et tout ce qui s'ensuit. Hein. Alors l'autre fait du jour, évidemment, c'est l'affaire Kapnas, voilà, Adrien Kapnas, qui effectivement est accusé par son ex-femme de violence conjugale. Il a reconnu les faits, en tout cas lui avoir mis une baffe, visiblement, et il n'a pas l'air comme ça. Hein. Et comme ça, il faut se méfier déjà. Il a l'air. Il n'a pas l'air nerveux, je trouve. Je le trouve nerveux, moi. Ah bon, d'accord. Ouais. Ceci étant, il s'est mis en retrait du mouvement de la France Insoumise. Hein, il était numéro 2. Hein. Est-ce que pour autant, c'est ce que demandent certains aujourd'hui, ça commence à monter, doit-il démissionner de son poste de député, Gamal? En aucun cas. Je considère que lorsque quelqu'un commet ce genre de violence domestique, on va dire, pour être gentil, et qui le fait évidemment, et qui reconnaît les faits, a priori, il y aura peut-être ou pas procès. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, est-ce que c'est un crime? C'est ça la question. C'est pas bien, c'est inadmissible, on peut en dire des tonnes, mais on parle pas de crime. Et on peut pas demander à quelqu'un de démissionner alors qu'il n'a pas été condamné. Il y a quand même des blagues, parce qu'il y a des gens qui étaient condamnés qui n'ont pas démissionné, et le cas contraire n'est pas acceptable. Après, moi, j'ai pas de sympathie pour le personnage, il m'intéresse pas particulièrement, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une chasse aux sorcières assez ridicule qui va conduire de plus en plus à une sorte de schizophrénie générale où on va exagérer dans l'autre sens. Donc, il y a 2 choses. Non, il ne doit pas démissionner, il a été élu, et des gens lui font confiance. Il n'a pas été élu pour être un gentil avec sa femme, il a été élu pour conduire une politique au niveau national législatif. Donc, il a quand même frappé sa femme.
Mais qui n'a pas frappé sa femme en Mais France? comment ça, qui n'a pas frappé? Je vais te dire, mais non, mais j'exagère à peine. C'est quand même marrant d'entendre ça. Qui n'a pas eu un énervement, jeter une chaussure sur le mur? Je veux dire, c'est quand même amusant. Moi, je l'ai pas fait, je vous rassure, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de lâches, on peut le dire, hein. Beaucoup de lâches qui frappent leur femme, c'est vrai. Là, Et est-ce que c'est un motif? Mais une gifle, c'est vrai. Est-ce que c'est un motif pour le virer? Non, je suis pas d'accord. Il y a des crimes beaucoup plus graves qui sont commis et malheureusement nettement plus graves. Appelez-le, mesdames, appelez Gamal Abidjan. Non, mais je suis pas. Je dis, les mecs sont des lâches. Faut que t'assumes, mon vieux. Non, mais j'assume totalement. Non, j'assume. Les mecs sont des lâches qui frappent leur femme. Je suis le premier à le dire. Ouais. Je vais vous dire. Non, quand tu dis qui n'a pas frappé sa femme. On peut pas le savoir. C'est tellement légion, malheureusement. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, on vote pas pour une femme. Il y a un problème de misogynie dans ce pays. Ouais. Le lâche frappe sa femme. Une fois, je vais vous dire, je raconte une petite histoire. J'ai connu un copain qui s'appelait Jean-Pierre. Je donne pas le nom de famille, évidemment. Je suis pas salaud. Je lui ai éclaté la tronche parce qu'il a frappé sa femme. Jean-Pierre se reconnaît. Alors lui, il y avait pas à moitié. Non, après Jean-Pierre, c'est pas une blague. Il se reconnaîtra. Il a frappé sa femme. Il y a eu un coup de poing, ce salaud. Et il faisait croire que c'est des voyous qui allaient la frapper. Donc ça, c'est pas acceptable. Malheureusement, dans ce pays-là, il y a un phénomène de lâcheté massive qui fait qu'il faut les condamner. Il faut qu'ils soient poursuivis, mais il faut qu'ils soient poursuivis en justice, pas dans la justice populaire, dans la justice des médias. En fait, ce qui pose problème dans cette affaire, Ali, c'est par exemple quand même que la France insoumise, quand tu lis un peu le programme sur les violences conjugales, sur les violences faites aux femmes, pardon, ils sont assez sévères, quoi. Donc d'avoir un député à l'Assemblée nationale qui a été élu pour une partie de son programme concernant lui-même qui frapperait, visiblement il l'a avoué, donc qui frappe sa femme, ça pose quand même un petit problème de moralité, non? Alors effectivement, si on va sur la partie modèle par rapport sur le plan politique, effectivement, là on va pas dire qu'il a commis un acte sur la violence conjugale. Gamel, je pense que personne ne peut cautionner effectivement ce phénomène, ce fléau que sont les violences conjugales. Maintenant, c'est vrai qu'à partir du moment où c'était le cheval de bataille dans certains discours de la France insoumise, effectivement, il est vrai que là, Adrien Quatennens, malheureusement, la médiatisation de cet événement-là fait qu'effectivement, aujourd'hui, il ne donne pas forcément l'exemple. Est-ce qu'il doit démissionner? Moi, sincèrement, je ne vois pas l'intérêt de ce qu'il démissionne, parce qu'on ne connaît pas. Ce qu'il a fait, s'il doit être condamné, divorcer, ça c'est un problème. Il va sur le terrain de la justice et puis effectivement il sera peut-être condamné. Par contre, de là, arrêter sa carrière politique, parce que sincèrement, si on devait arrêter tous les gens qui ont commis des violences conjugales en politique ou ailleurs, à mon avis, je pense que, il y aurait pléthore. Donc oui ou non, il doit démissionner ou pas? Non, il ne doit pas démissionner. En plus, il faut quand même rappeler les faits. Il faut rappeler les faits. Non, mais c'est quoi les faits? Elle l'a jeté en l'air, il ne voulait pas la lâcher. Voilà ce qui s'est passé. Donc elle l'a jeté en l'air, il ne voulait pas la lâcher. C'est tout. Donc c'est un pauvre type qui s'est fait jeter. Il a été violent parce que c'est un pauvre type. Maintenant, je veux pousser un peu le bouchon quand même. Moi, je trouve que la France insoumise là-dessus, c'est quand même assez classe de dire qu'ils mettent tout de suite en instance, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils doivent montrer l'exemple. Le mouvement, le parti en lui-même, là-dessus, il a quand même une avancée énorme. En d'autres temps, certains Napoléon, je ne vais pas donner son nom, mais tout le monde le connaît, qui a savaté une fois sa femme, on a tous fait semblant de pas le savoir, se balader avec des lunettes de soleil. Cet ancien président de la République, effectivement, n'a pas été inquiété pour ça, étrangement. Pourtant, tout le monde savait. En tout cas, cette affaire plonge un peu la France insoumise dans la tourmente. Voilà, ça met un petit peu mal à l'aise, évidemment. Il a quand même fait le choix et pris la responsabilité de se retirer du mouvement. Il conserve quand même son poste de député. Sandrine Rousseau qui demande... un mec comme ça ne devrait plus prendre la parole publiquement. Mais tu vois, regarde, honnêtement, qu'est-ce qu'elle a? C'est au nom de quoi est-ce qu'il doit rendre son mandat de député? Au nom de quoi? Quelle justice l'a condamné? Il faut arrêter. Il y a des gens qui ont détourné de l'argent. Ils ont gardé leur mandat. Le type, il est en train de dire qu'il avait une violence. Il n'a même pas été condamné. On ne connaît pas l'affaire. En plus, on ne sait pas. Attends. Indépendamment de ce qu'a pu faire sa femme, de ce qu'a pu dire sa femme, la violence, effectivement, elle est impardonnable, elle est intolérable. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais maintenant, de là, effectivement, à dire qu'il doit rendre son mandat de député, sincèrement, ça n'a ni queue ni tête, ça. Puis Sandrine Rousseau, je pense, sincèrement, elle est toujours un peu dans l'extrême, hein. C'est une extrémiste. C'est de l'extrême. Et si elle, demain matin, elle avait donné une fessée un petit peu forte à son fils, on va lui enlever la garde de son fils aussi. Donc tu vois, c'est un peu, dans ces cas-là, c'est un... Moi, ce que je trouve inadmissible, c'est que cette histoire de violence faite aux femmes, c'est évident. Et tout de suite, on le sait, parce qu'en général, soit elle le dénonce, soit il se balance, bref. Par contre, des choses très nettement plus graves comme l'inceste ou la pédophilie, ça, étrangement, on n'a pas d'affaires qui sortent au niveau de l'État, alors qu'il y a beaucoup de cas en France, on le sait, qui sont largement... Alors, c'est des statistiques
informelle. Mais on sait que c'est catastrophique. Et là, bizarrement, on n'en parle pas. Moi, je pense qu'effectivement, on ne doit jamais frapper une femme, ça ne se discute pas, parce que c'est de la lâcheté. Parce que l'homme a la force physique qui l'autorise à être lâche. Et de l'autre côté, ni un enfant d'ailleurs, et on ne doit en aucun cas accepter l'idée qu'on fasse un tribunal du peuple qui ne soit pas le tribunal des prétoires. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être condamné par le peuple. Ouais, d'accord, très bien. Bon, bah, en tout cas, voilà, c'était le fait du jour. Il y a quand même autre chose, un petit mot sur les funérailles. Là, ça a commencé apparemment aux alentours de midi. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, 2000 invités. Ça vous intéresse ou pas? Ou vous êtes passé à autre chose là, je pense que c'est la caractéristique effectivement de l'Angleterre. L'Angleterre, dans ce domaine-là, effectivement, la royauté, on sait ce que la reine représente dans le Royaume-Uni. Effectivement, tu as vu un peu le côté protocolaire. Tout le monde se sent, il y en a qui te disent qu'ils se sentent orphelins. Une dame qui a régné pendant quasiment plus de 60 ans. Donc t'imagines un peu 70 ans, c'est impressionnant quand même, tu vois. Et puis en Angleterre, pour la symbolique de la reine, c'est tout, je pense, effectivement. Donc nous qui vivons en France, tout ça, nous, avec du recul, nous, on ne comprend pas sincèrement, on ne comprend pas Pas de nostalgie de la monarchie, non? Ah non, pas du tout. D'accord. Non, pas trop. Il paraît que De Gaulle... Attends, et moi, tu me poses des questions là. Il m'intéresse, l'autre, t'as vu, mais il me boycotte. Ouais. Non, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que son fils, il a aucune chance de battre le record de la mer. Voilà. Ah, ça, c'est sûr. Ça, merci beaucoup, Gamal. Il paraît que un temps... Ouais. Je sais plus qui m'a sorti ça, c'est peut-être d'ailleurs Gamal, je sais pas. De Gaulle a réfléchi à transformer la France en république, enfin en monarchie. Un retour de la monarchie? Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, ça je confirme, mais... Ça lui a traversé l'esprit, ouais. Il est très très vite revenu en arrière, tout à fait, mais ça a failli, paraît-il, à un moment. Vous savez, on prête tellement de choses à De Gaulle, on a prêté les propos les plus honteux. Tiens, je vous donne une petite info. Colombey les deux mosquées devenu... Colombey les deux églises... grand remplacement là, Gamal. Non, mais ça c'est un mensonge, ça. De quoi? Quel mensonge? Il a jamais dit ça. C'est quelqu'un, je crois... Ah. Oui, on a dit Colombey les deux mosquées les deux églises. C'est quelqu'un qui, je crois qu'il me semble, c'était Fitterman, il me semble, je sais pas qui a dit De Gaulle m'a dit ça. Sauf que De Gaulle n'était pas là pour le confirmer. Donc effectivement, il l'aurait jamais dit parce que ses propres membres de famille ont dit c'est pas vrai. Très bien. Bon, dans un instant, on va se poser la question. C'est notre premier grand débat. Pensez-vous comme Emmanuel Macron, il l'a affirmé en tout cas en réunissant les préfets jeudi dernier, en parlant de la politique migratoire de la France, il la trouve absurde et inhumaine. Et il en a profité pour annoncer un nouveau projet de loi en ce sens, début 2023. Ce même projet qui avait été en un temps proposé par Darmanin, puis repoussé. Et là, c'est le chef de l'État directement qui se saisit de ce sujet. Est-ce que vous pensez comme lui que la politique de la France, la politique migratoire, est absurde et inhumaine? On en reparle avec vous au 01 40 33 9000. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Monsieur Ali, notre directeur commercial, Gamal Abina, le fondateur de MDC, est avec nous sur France Maghreb 2 jusque 18h. Alors, on va directement s'attaquer au sujet de l'immigration, puisque Emmanuel Macron a réuni jeudi dernier les préfets. Voici un extrait de son discours, donc prononcé devant les préfets jeudi dernier. Nous avons un système d'aide monétaire, sociale, médicale, beaucoup plus généreuse que tous nos voisins. Et que nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Elle est inefficace parce que nous nous retrouvons avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins. Et elle est inhumaine parce que cette pression fait qu'on les accueille trop souvent mal, mais qu'on intègre mal ce faisant. Et qu'il n'y a pas de politique d'intégration s'il n'y a pas de bonne politique d'immigration. Et je le dis alors même que la nation a mis des moyens inédits, grâce à votre action sur les territoires. Pendant la crise Covid, nous avons dépensé 2 milliards d'euros an sur les politiques d'hébergement d'urgence. Plus des 3/4 de cela étaient en fait pour accueillir des personnes qui étaient en attente d'instruction de la procédure ou en situation irrégulière. C'est une réalité. Donc on a mis les moyens. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu moins de personnes dans la rue. Mais ça n'est pas une politique soutenable. Et donc, il va nous falloir faire prospérer les débats nationaux, travailler un texte de loi en début d'année prochaine, mais il va nous falloir, avec beaucoup de courage collectivement, mais de rigueur, continuer de faire avancer ce sujet. Continuer de faire avancer ce sujet, politique inhumaine, absurde, on peut le dire. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raison, Ali? Est-ce que notre politique migratoire en France est inhumaine? On accueille mal. Alors, et donc du coup on intègre mal aussi.
Ouais, alors, déjà, il faut comprendre, effectivement, la France a toujours été une terre d'immigration. Voir pourquoi il y a eu l'immigration. L'immigration, dans la plupart du cas, elle a souvent été, dans les dernières années, elle est économique. Nos parents, quand ils sont arrivés en France, sont arrivés pour des raisons purement économiques. Ils ne sont pas arrivés parce qu'ils avaient envie de venir en France. Hein. D'accord. Donc quand ils arrivaient en France, effectivement, ils avaient la chance d'avoir un job, de pouvoir avoir un logement et de pouvoir vivre de leur job et décemment. Alors ils avaient effectivement les problèmes de langue, les problèmes comme on dit, d'intégration. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on se rend compte que on a un gros problème d'emploi, mais parce qu'on a plutôt du chômage. On a un gros problème plutôt de logement. Donc avant, l'immigration, c'était lié au plein emploi. Aujourd'hui, on est passé du chômage, du plein emploi au chômage. On a un problème aujourd'hui de logement. Tu imagines qu'il y a des gens en France qui travaillent, qui ont des jobs et qui ne peuvent pas se loger. Ouais. On est passé des gens du logement au sans-abri. Il y a des gens qui travaillent qui n'ont pas de logement. Donc comment veux-tu aujourd'hui accueillir des gens en leur offrant un job, en leur offrant un logement et vivre effectivement décemment? Moi, je suis à la base pour la circulation des biens, des personnes et tout ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les gens, ils ont le droit de circuler partout. Preuve en est, hein, les marchandises circulent, les gens ont le droit. Mais en France, dans le modèle social que l'on a, on n'est plus du tout adapté. On n'est plus du tout adapté. Et à accueillir des gens, comme il le dit, et là-dessus, il a raison. Tu imagines ce qu'il a dit? 2 milliards qui a été dépensé, les 3/4 pour le logement de personnes qui ne sont pas... Oui. Mais ça veut dire qu'il y a même un problème d'efficacité. Tu imagines tout l'argent qui part comme ça? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec tout cet argent-là? Je pense qu'on aurait pu lancer des constructions de logements, tout ça. Donc en plus, on sait qu'en France, au-delà de ça, on a des gens qui ne sont pas toujours à leur place. Il y a aussi un problème de compétences. Ouais, parce que l'argent est beaucoup dilapidé. Hein. Mais est-ce que ça nécessite un nouveau projet de loi? C'est ça, moi, je pense qu'il faut avoir une vraie vision aujourd'hui. Pas forcément un projet de loi, parce que loi, c'est restrictif, ça bloque, c'est un cadre. Non, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut avoir une vraie politique migratoire et on a le droit, effectivement, de pouvoir aujourd'hui, pas comme l'a fait à l'époque Sarkozy, alors il y en a qui disent zéro. Alors c'est rigolo parce que tu as des partisans du zéro immigration, tu en as partisans qui disent un petit peu peut-être. Non, je crois qu'il faut une vraie politique qui s'adapte au contexte dans lequel on est. On n'est plus dans les années 70-80, on est dans un monde mondialisé, un monde de concurrence. Oui, mais Ali, si je t'écoute bien, j'ai l'impression que dès qu'il y a un pays comme la France qui traverse une crise, c'est toujours la faute des autres, donc on lui pense des immigrés. Non, pas du tout, parce que c'est l'ossature. Attends, maintenant regarde, Christophe, sois juste un petit peu logique de façon très simple. Tu as un pays aujourd'hui, toi tu es chef d'État, regarde, tu te mets à la place même d'une mairie, tu vois, d'une mairie. Tu as un problème de logement dans ta ville, de gens qui habitent, qui sont des administrés, que toi, tu peux pas loger. Et on te dit, Christophe, écoute, tu dois accueillir des gens qui sont sans papier. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es embêté. Tu n'as pas les moyens financiers, tu n'as pas la possibilité technique de pouvoir les loger, tu te trouves dans une situation délicate. Donc les gens qui arrivent ici, ils vont contribuer à quoi? Ils vont contribuer malheureusement, les pauvres, à errer, avoir des problèmes qu'on peut rencontrer, des problèmes sociaux, des problèmes de délinquance, et on est reparti pour un tour. Donc moi personnellement, je suis partisan. Aujourd'hui, en 2022, on doit avoir une vraie politique migratoire qui tient compte du contexte dans lequel on vit. C'est tout. Gamal, est-ce que donc Macron, qui fait ce constat, il a raison de faire ce constat aujourd'hui? Le constat est parfaitement juste. L'homme qui le dit, malheureusement, ne va pas jusqu'au bout de sa logique. Et surtout, on a l'impression, et c'est ça qui me gêne dans le propos, qu'il y a une immigration à l'époque de travail qui est devenue une immigration de grattage. C'est-à-dire que, là, à l'entendre parler, parce que le système social est extrêmement performant, et c'est vrai qu'il l'est, les gens se précipiteraient vers la France pour cela. C'est pas du tout ça le problème. Ils vont vers un pays parce que ce pays parle français, et qui connaissent la même langue. Ils vont vers ce pays parce que chez eux, c'est la misère sociale. Et ils vont vers ce pays parce qu'effectivement, non pas les aides sociales, mais il y a une possibilité de travailler. Les gens ne viennent pas pour gratter les allocations familiales, c'est pas vrai. Ils viennent pour trouver une vie meilleure ou moins mauvaise. Et ils s'imaginent, dans ce miroir aux alouettes, que la France serait peut-être ce pays. Alors moi, je pense que, et là j'ai une réponse catégorique, ils cherchent, et il est conseillé en cela par Sarkozy, l'immigration choisie. On traduit une immigration de cadres, de gens utiles, de gens qui rapportent de la valeur ajoutée au pays. Donc il veut des gens qui rapportent de l'argent. Il ne veut pas d'immigration non choisie. Donc ce seraient soit simplement des pauvres types perdus dans la rue, des délinquants, de son point de vue, ou encore pire, des bras. C'est-à-dire que pour lui, les bras, il n'a pas besoin. Et donc on a un problème par rapport à ça. Et moi, je vais dire simplement, c'est qu'il revient d'Algérie, après un voyage qui aurait dû être utile et qui ne l'a malheureusement pas été. Et ce qu'il aurait dû faire en Algérie, c'est de dire, écoutez,
on va travailler de concert pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'immigration. J'ai une information importante à vous communiquer. Tu dis que ce voyage n'a pas été utile, ce qui n'est pas totalement vrai, mais ça c'est une chose. Je vous annonce que Elisabeth Borne, la première ministre, va partir le mois prochain en Algérie, oui, c'est annoncé, ça. avec une forte délégation d'ailleurs l'accompagnant, et remettra officiellement une invitation du président Macron à Abdelmadjid Tebboune pour une visite d'État en France début 2023. Donc je maintiens mon propos. Ça n'avait pas été utile parce que la seule chose qui aurait été intéressante, c'est que M. Macron aille en Algérie, avec un plan qui avait été proposé d'ailleurs par ses pairs socialistes à l'origine, qui était ce fameux cette colocalisation, qui consiste à faire en sorte qu'on crée de la richesse commune entre la France et l'Algérie, le bassin méditerranéen, et que les populations qui sont là-bas les moins bien loties aient envie, parce qu'on ne part pas immigrer par plaisir, c'est une aventure dangereuse, aient envie effectivement de rester dans leur pays parce qu'ils peuvent travailler dans leur pays et se trouver un bien-être. Eh bien Macron ne l'a pas fait parce qu'il a proposé des plans assez bidons, cinéma, sport, formation, des choses qu'on connaît par cœur, alors qu'il aurait dû proposer un plan de réindustrialisation massif de l'Algérie qui profiterait aux deux pays, et qui permettrait de réduire la pression. Et je donne un exemple très concret, juste pour mon propos. Les Allemands l'ont fait. Les Allemands ont quand même envahi à l'époque la Pologne, l'ont réduite à l'esclavage, littéralement, à la colonisation. Et ensuite, après la guerre, on dit, bon, on va investir dans les pays qu'on a envahis, et ça a marché. L'Allemagne est devenue une très grande puissance parce qu'elle a su capitaliser sur l'Europe de l'Est. Les Français, qui avaient cette chance d'avoir l'Afrique du Nord, ne l'ont pas fait, pour des raisons dogmatiques. Donc, s'il avait fait ce travail-là, de vrais transferts de capitaux, de vrais transferts d'usines de compétences colocalisées, parce qu'il y a des compétences là-bas aussi, eh bien, on aurait des gens qui travailleraient sur place et qui partiraient plus en France. Pour autant, Ali, cet été, on n'a pas hésité à aller chercher de la main-d'œuvre tunisienne pour le travail de saisonniers, par exemple. Oui. C'est ce que j'ai dit en préambule. Tu as l'immigration économique. Tout n'est que économie. Tu peux faire ce que tu veux. Tout n'est que économie. L'immigration économique, tu vois, on est là pour, à la différence de ce que dit Gamal, effectivement, on dit une immigration choisie. C'est une politique. Moi, personnellement, je Attends, tu dis pas que c'est moi qui l'ai dit, je répétais ce qu'il dit Macron. Oui, tout à fait. Okay. Ouais. L'immigration choisie, effectivement, on peut dire qu'effectivement, voilà, on va essayer de décider d'accueillir les gens qu'on peut accueillir. Parce que l'objectif, c'est pas d'accueillir des gens pour les accueillir. L'objectif, c'est d'accueillir des gens pour qu'ils viennent vivre, effectivement, une vie décente. Je répète toujours, dans tous les pays du monde aujourd'hui, regarde, toi, tu vis en France, on a envie de partir. Il y a des gens qui ont envie de partir en Australie, au Canada. Ils partent quand on a un job. Quand on a un job, tu sais que derrière, tu peux avoir un logement et pouvoir vivre décemment. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? T'imagines qu'en France, il y a 30 ans, les gens qui n'avaient pas de papier se cachaient. Et petit à petit, ils ont commencé à manifester. On les voit même dans la rue. Donc, il y a même des gens, des sans-papiers qui manifestent. Et on se dit, oh là là, c'est bizarre. Maintenant, la police sait que ces gens n'ont pas de papier, mais on ne peut plus rien leur faire. On est tellement dans une situation qui est complètement chaotique. Alors, les responsabilités, effectivement, sont de part et d'autre. Gamel propose une solution qui peut être une solution, effectivement. La notion, effectivement, de partage, effectivement, des richesses avec des projets. Ça, c'est effectivement l'un des grands torts de la France qui est en train de laisser le Maghreb lui échapper et l'Afrique. Malheureusement, d'autres pays vont le faire à leur place. C'est vrai, ces partenariats, on ne comprend pas comment ça se fait qu'il n'y a pas d'usine en Algérie qui travaillerait avec la France, avec effectivement de l'assemblage et ce genre de choses. Effectivement, ça n'a jamais été fait. On est simplement en train de dire aux gens, voilà, on fait l'immigration. Mais tu ne peux rien faire. Est-ce que tu imagines que, paradoxalement, plus les lois restrictives avec les visas ont été très, très, très strictes, et paradoxalement, tous les gens corrects ne sont pas venus, et ça a attiré tous les fous qui sont venus du Maghreb, tu vois, qui aujourd'hui sont à Barbès, dans tous ces quartiers, Marseille, tout ça, Lyon, tous ces quartiers-là. Et comment ils vivent ces gens-là? Tu vois, ils vivent un peu comme, sans être méchants, tu vois, comme des gens dans la rue. Et voilà, ils vont voler, tout ça. Et qu'est-ce que ça... Et là, ça fait l'amalgame, et on repart dans un problème d'immigration, et on nous parle... Et le pire, c'est qu'on compare des immigrés qui arrivent en 2022 avec nos parents, qui sont arrivés dans les années 70, qui eux se sont sacrifiés pour la France, qui ont eu des jobs très difficiles, qu'on appelait ça à l'époque la main-d'œuvre idiote, dans le cas des accords d'Évian, c'est important. Donc, tu vois, ce qu'on appelle la main-d'œuvre idiote, des gens qui ne savaient parler ni français, ils ne savaient rien dire, c'est même pas à l'époque, ils ne savaient ni lire ni écrire. Les gens qui ont travaillé, mais on est dans une migration économique. Et là, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut arrêter de parler de alors la droite, elle est méchante, la gauche, elle est gentille. Non, moi, je pense qu'il faut avoir une vraie politique d'immigration. Regarde un pays comme le Canada, on aime, on n'aime pas, a une politique, elle est ce qu'elle est, mais eux, ils disent, bon, voilà, nous, on a besoin de gens parce que, voilà, on a un grand pays, on a une pyramide des âges, elle est ce qu'elle est, on a un pays qui est vaste. Alors, on va essayer de trouver des solutions ensemble pour ce qui serait une bonne politique migratoire. 01 40 33 9000 sur le constat de Macron. Vous êtes d'accord? Il a raison. Maintenant, c'est les solutions pour régler ce problème. On se souvient de la phrase de Rocard qui disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ».
Voilà. Oui, ça c'est regard. Mais il y a un truc aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est important. Macron ne va pas jusqu'au bout de beaucoup de choses. Malheureusement, il fait toujours les choses à moitié, en demi-teinte. Il dit on accueille mal, on intègre mal. Non, il n'accueille pas. C'est pas un accueil. Hein. Et ils intègrent encore moins. Et là, tu as fait référence au Canada. Quand vous allez au Canada, d'abord, les Canadiens font l'immigration choisie. À l'époque, c'était l'immigration massive. Parce que c'est un pays qui est sous-peuplé. Et ils ont besoin de main-d'œuvre. Les Canadiens n'ont pas ce problème d'intégration parce qu'ils la font, l'intégration. Qu'est-ce qu'ils font? Vous devez suivre obligatoirement, c'est pas négocié, pendant 6 mois des cours d'anglais ou de français pour pouvoir être éligible au Canada. C'est ça l'intégration. Ici, quand vous arrivez, vous avez des familles, les femmes, elles parlent pendant 30, 40, 50 ans, elles ne parlent pas un mot de français. Ouais, on le voit. Donc je parle des femmes, je ne parle pas des hommes. Les hommes de fait parce qu'ils sont en contact avec la population, mais les femmes souvent sont à domicile. Et donc ça s'appelle de l'intégration. Et bien quand on parle d'intégration, on n'intègre pas mal, on n'intègre pas du tout. Et on a ça. Bon, on en parle avec vous, 01 40 33 9000 sur la politique migratoire que le président Macron juge inhumaine et absurde. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le Grand Forum avec Ali, avec Gamal Abina sur France Maghreb 2, alors que le cercueil de la reine arrive au château de Windsor, dans sa dernière demeure, monsieur. Christophe s'intéresse énormément. Non, je obligé. Voilà, je savais pas que Christophe était royaliste. Non, pas du tout. Alors, absolument pas du tout royaliste, bien au contraire. Juste une petite info bien rigolote. La belle histoire que je viens d'avoir, j'ai vu qu'il n'y a pas de chronique aujourd'hui. Il dit bah non, dans ma tête c'est un peu jour férié aujourd'hui. J'ai commencé à jour férié. En Angleterre. Bah dit en Angleterre c'est férié. J'ai dit oui mais on n'est pas en Angleterre monsieur Mam, quand même. Feignant. Ouais. Bon. Tout est bon. Hein. Demain on parlera de Maya l'abeille avec lui. L'histoire du générique de Maya l'abeille. Ah c'est pas un feignant alors. Ouais voilà. Bon alors revenons à la politique migratoire que notre président Emmanuel Macron qui est en Angleterre avec Brigitte, hein, sa femme. Sa femme. Oui sa femme. Ah je crois que c'était la mère. Pardon? Non, arrête tes bêtises. C'est une blague, on peut placer une quand même. Non, on peut plus blaguer dans ce pays. Fais attention. Okay. Excusez-moi, Madame Macron. Nous sommes écoutés. Oui, bien sûr. Ah oui, on salue d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent. Et on les admire, parce qu'il faut supporter ce qu'on dit. Hein. Alors, la politique migratoire que notre président juge inhumaine, juge parfois absurde, on accueille mal, on intègre mal. Quelles seraient les solutions pour qu'on ait effectivement une politique digne? Gamal Abina, que la France soit digne pour bien accueillir les personnes qui viennent tenter leur chance dans ce pays. Comment on fait? Simplement, d'abord, quelqu'un qui vient ici, il faut qu'il ait quand même la possibilité de travailler. C'est compliqué, on le sait aujourd'hui. Ensuite et surtout, il faut qu'il apprenne la langue. C'est obligatoire, les us et coutumes, et qu'il soit, et là je suis catégorique, non pas parqué dans des camps de concentration d'immigrés, c'est pas possible, mais mêlé à la population. On prend l'exemple tout bête, on a besoin de bras dans les campagnes, on a besoin de bras dans les restaurants, on a besoin de bras, bien évidemment, pour accompagner ces millions de personnes âgées qui commencent à être en fragilité. Ça, ce serait pas inintéressant que ce soit des gens comme ceux-ci qui soient dévoués à une cause pendant 1 an, 2 ans. Mais le bien accueillir, c'est quoi? Ça ne veut pas dire accueillir évidemment le monde entier, c'est idiot. Puis je rappelle quand même que la France n'est plus une destination d'accueil privilégiée. On voit ce qui s'est passé pour la direction de l'Angleterre. Les gens étaient à Calais, bloqués à Calais, ils fuyaient la France. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, la France n'est plus aussi attirante. Mais il faut être capable de considérer que l'être humain qui arrive est un homme qui est en souffrance ou une femme en souffrance et qu'il quitte une zone soit de guerre, soit de misère sociale pour une autre. Alors soit on fait monter le niveau des zones de misère sociale, soit simplement on considère que c'est un être humain qu'on va intégrer dans la société économiquement. Quelle serait, micro ouvert c'est mieux, quelle serait, mon Ali, la bonne politique à adopter pour bien accueillir aujourd'hui en France? Moi je pense qu'effectivement, comme l'a dit Gamel, on parlait toujours avant d'emploi, parce que c'est fondamental. L'emploi et l'habitation, le logement, c'est vraiment les 2 pieds sur lesquels je veux dire, n'importe quelle personne, quand elle arrive dans un pays, elle a vraiment besoin. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être des besoins. Gamel l'a dit avant, sur la partie, c'est un secteur que je connais un peu, puisque des fois on fait appel à des ingénieurs, par exemple dans le domaine informatique, pour rien te cacher. Aujourd'hui, quand tu vas dans les banques, Société Générale ou certaines banques, quasiment les 3/4 des ingénieurs qui sont là-bas en place, la plupart viennent du Maghreb. Quasiment Maroc, Algérie, Tunisie. C'est véritablement le grenier dans lequel on va taper, parce qu'effectivement, il manque beaucoup d'ingénieurs réseau en France. Et donc, effectivement, c'est comme tu l'as dit avant, c'est vrai, c'est des gens qui sont formés. C'est un peu dommage parce qu'ils quittent leur pays, mais ça, c'est aussi un peu la faute aussi peut-être des dirigeants de leur pays, s'ils leur donnent pas. Donc, genre, effectivement, quand ils arrivent ici, je peux te donner plein d'exemples. J'ai plein de Tunisiens qui sont arrivés ici, au bout de 2-3 mois. Ils avaient un job, ils avaient un salaire, et ils ont pu prendre un appartement tranquillement. Ils avaient un job et ils n'ont eu aucun problème
Algériens, c'est la même chose. J'en connais 4-5 cette année, hein, que j'ai fait venir pour rien te cacher. Même chose, ils travaillent, ils ont un salaire, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, moi je pense qu'il faut être beaucoup plus ferme sur ces histoires, effectivement, de réseaux de clandestins, tous ces gens-là qui travaillent sur la misère humaine. Est-ce que tu imagines qu'il y a des gens qui montent sur des bateaux? Moi, j'étais en Algérie, là, tu sais, j'ai pris un bateau à Tipaza, puis le mec, il m'a raconté que tu as des gens qui montent avec des bateaux, tu sais, qui partent en Espagne, tout ça, même des familles. Ça fait quand même peur, quand même. Le nombre de personnes qui sont décédées là-dedans, c'est terrible. Et je pense que là-dessus, des deux côtés, on doit être ferme. Moi, je pense que du côté peut-être des pays du Maghreb, on n'est pas assez ferme. Voilà. En France, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on les a pris, c'est fini, on est obligé de les garder sur le territoire. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça devient malheureusement une tare. Donc une politique d'immigration qui est véritablement basée sur les besoins, effectivement, du pays dans lequel on est. Donc l'immigration choisie, en fait. Complètement. Parce que tu sais pourquoi? Pourquoi l'immigration choisie? Christophe, je ne sais pas si toi, ça t'a touché, mais moi, je sais que même dans ma famille, il y a des gens qui ont fait des demandes de visa pour venir voir la famille, simplement, qui ont été refusés. Pourquoi? Il en a parlé, Macron. Ça, c'est mal, t'imagines? C'est-à-dire que les gens honnêtes qui ont envie de venir en France pour aller voir leurs cousins, qui n'ont pas vu, hein, pour des événements heureux, voire parfois malheureux, on ne peut pas venir, c'est quand même le comble. Il y a des gens qui peuvent, regarde, il y a des gens qui sont en fin de vie. Voilà, nous, on a vécu cette situation, une fin de vie. Tu ne peux pas faire venir la cousine parce qu'on va te dire, non, on lui refuse le visa. Mais pourquoi? Alors, ça fait quoi? Parallèlement, tu as le mec qui va monter sur un bateau, qui va arriver en Espagne, qui va rentrer. Donc, une vraie politique qui soit ferme. Donc, on enlève les visas? On enlève les visas? Moi, personnellement, dans l'absolu, je suis contre tout ce qui est visa, tout ça. Moi, je pense qu'on doit circuler librement. C'est pas quoi, je crois, qui avait instauré ce système. Non, mais moi, je pense qu'on doit circuler librement. Ouais. Moi, je pense qu'on doit... Par contre, dans le pays dans lequel tu es, et surtout nous aussi, on doit dire aux gens dans les familles du Maghreb et tout ça, ne viens pas ici. Moi, quand j'étais en Algérie, là, j'étais à Alger, je disais, on n'a pas besoin de vous. Qu'est-ce que tu viens faire en France? Il n'y a pas de job, il n'y a pas de logement. Tu vas errer dans la rue, tu vas être malheureusement soumis à des tentations et tu vas te retrouver malheureusement dans des situations un petit peu qui peuvent être dramatiques. Donc là, conseil, reste dans ton pays. Voilà. T'as bien dit reste. Pardon? T'as bien reste. Oui, il reste, voilà, tout à fait. Alors, bougez pas les amis, on va accueillir tout de suite même un auditeur, je crois que c'est Jamel, c'est ça, Jamel? Ouais, salut mon Christophe, bonjour à tous et toutes même. Ouais, c'est Jamel. Oui, Jamel. Alors on t'écoute sur la politique migratoire. Ouais, mais la politique migratoire, j'ai l'impression que c'est fait pour faire du grain aux électeurs de droite et d'extrême droite qui sont un peu chahutés dans le cerveau par les idées reçues, les discours de Pascal Praud, Zemmour et compagnie, et voilà. Après, on va pas non plus dire que que voilà, l'immigration est forcément bonne, machin, parce que voilà, moi je le dis clairement. Comme ça a été dit juste avant, il y a des fois, je dis clairement, ça sert à rien de venir en France. Hein. En fait, les gens fuient une misère pour une misère moins pire. Tout a une question d'échelle. Moins pire, ça dépend. Hein. Oui, c'est une question d'échelle. Après, moi, je vais te donner l'exemple. J'ai le fils de ma cousine, qui a une trentaine d'années. Il est arrivé en 2010. Ouais, 2010-2011. C'est un mec en or. C'est un mec en or, très sérieux, carré, pas un seul pépin. Depuis qu'il est arrivé, il travaille, il déclare ses impôts. Dis-toi, il a eu, je crois que c'est en août, il a eu sa résidence. Oui, ça peut marcher. Merci beaucoup, en tout cas, mon Jamel. Voilà, pour ce qui était donc de ce premier grand débat à suivre. L'Algérie est-elle de retour sur la scène diplomatique? Mais juste auparavant, c'est le zapping, juste après ceci. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Monsieur Ali, directeur commercial, avec Monsieur Abina Gamal avec nous sur France Maghreb 2. Place maintenant au zapping, jingle. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est ça que vous le connaissez. Évidemment, sur ce qu'il fallait ne pas rater à la télévision, ou peut-être rater d'ailleurs, il y a quand même cette petite histoire. Vous avez suivi que pendant tout ce week-end, ou plutôt les jours qui ont précédé donc les funérailles de la reine d'Angleterre, ces nombreux Britanniques qui sont venus rendre hommage à la reine, venus voilà, se recueillir auprès d'elle, allant jusqu'à pratiquement 24 heures de queue. Et il y a des stars qui ont fait la queue
comme tout le monde, à l'image de ce grand monsieur, footballeur David Beckham. Parmi les très nombreux anonymes, l'un des sujets de Sa Majesté n'est pas passé inaperçu. L'ex-footballeur David Beckham tenait lui aussi à vivre ce moment historique. Il a attendu 12 heures comme tout le monde, mais lui avait eu le privilège de rencontrer la reine. J'ai eu tellement de chance de pouvoir vivre de tels moments dans ma vie, de pouvoir approcher Sa Majesté. Ça paraît impensable en France, hein, ce genre de truc. Qu'une star, à l'image de David Beckham, qui est quand même une image, hein, une icône, Ali, attendre 12 heures, faisant la queue comme tout le monde. Mais je crois qu'effectivement, dans le domaine de tout ce qui est protocole et tout, je crois que les Anglais, je crois que c'est, à mon avis, donne des leçons à tout le monde. Hein. Ah, pour le coup, c'est beau quand même. Même Abina qui se la raconte, il aurait fait la queue comme tout le monde. Oui, exactement. Toujours, évidemment. D'ailleurs, nous, effectivement, tu vois. C'est quand même la reine d'Angleterre. Ça, non, mais c'est beau quand même comme image. Ah non, c'est bien, ça, notre privilège. Mais en Angleterre, tu sais bien que ce genre de choses, effectivement, pas trop. Hein. Une presse très très forte, et puis même dans leur quotidien, hein, les Anglais, effectivement, là-dessus, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est très très bel exemple. Hein. Dans l'affaire Pogba, les nouvelles révélations. Dans l'affaire Pogba, le frère de Paul, Mathias Pogba, et 4 autres hommes ont été déférés devant le juge en vue de leur mise en examen. Ils sont soupçonnés d'extorsion de fonds à l'encontre du joueur de l'équipe de France qui avait déposé plainte au mois de juillet. Il avait affirmé avoir été piégé par des hommes cagoulés et armés qui lui avaient réclamé 13 millions d'euros. Paul Pogba dit avoir versé 100 000 euros et il aurait reconnu son frère. C'est ça l'histoire, hein, cette histoire, Gamal, hein, l'affaire Pogba. Le problème, c'est que je connais pas les personnages. Franchement, pas les trucs. J'ai entendu parler de cette histoire, le frère qui rentre dedans et tout, mais j'ai aucune idée de ce dont ça parle. Je sais rien. Ça m'intéresse pas du tout en réalité. C'est complètement. C'est vrai que c'est une complètement. Ubuesque. Plus qu'ubuesque, ce genre de situation, tu imagines, on a des frères, on entend des montants d'argent, on entend des cagoules, on entend des mitraillettes, des gilets pare-balles. Des mitraillettes ? Ah oui, il paraît. Faut me raconter, parce que je suis pas du tout. Il paraît qu'il a reçu, on lui a pointé une arme, effectivement. Quand on l'a kidnappé, donc on parle d'extorsion de fonds. En rassemblement avec l'équipe de France, il a raconté qu'il a été kidnappé, qu'on lui a pointé une arme en disant tais-toi. C'est quoi, c'est le footballeur ça ? Oui, Paul Pogba. Et c'est son frère, apparemment son frère, qui serait dedans parmi les hommes, effectivement. C'est pour ça que le frère il a crassé, c'est ça ? Oui, c'est alors moi, juste pour info, j'ai eu l'occasion de discuter avec les 2 frères. Ah oui ? Oui, je les ai rencontrés dans un salon. Un salon élysée, en plus, plutôt, c'était l'association Waqf qui organisait une collecte de fonds. Ils s'entendaient bien d'ailleurs, les 2 frères. Je pense qu'ils s'entendaient bien, mais tu vois comme quoi l'argent, comme ça, en plus 13 millions d'euros, le racket est 13 millions d'euros. C'est complètement. Franchement, on est dans un monde, et je te l'avais dit en aparté, Christophe, c'est la raison. Ils auraient dû raquer Abina, il y avait plus de fric. Hein. On ne paye pas assez. Ici et ailleurs. Oui, tout à fait, à mon avis. Ouais. Non, je ne pense pas qu'il y ait une question d'argent. Hein, je pense que c'est. Même N'Golo Kanté, tu vois, je l'avais dit à l'époque, Christophe, il a peu de chance de signer au PSG pour ce type de raison. Parce que c'est des gens qui, effectivement, en revenant en banlieue parisienne, ils ont des amis d'enfance et qui ne sont pas forcément des amis un peu fréquentables. Et effectivement, sous prétexte qu'ils ont grandi ensemble, on raquette un peu. Réforme des retraites. Voici que François Bayrou, invité dans une émission politique, a jeté un pavé dans la mare. François Bayrou, allié de Renaissance, lance un pavé dans la mare sur le sujet du moment, la réforme des retraites. Je suis opposé au passage en force. Si l'on veut que la réforme des retraites prenne tout son sens et qu'elle soit acceptée, bien il faut la conduire selon une méthode. On va faire mûrir ces réformes avec toutes les forces économiques et sociales. Avec qui, quand la plupart n'en veulent pas. François Bayrou qui propose donc le dialogue plutôt que le passage en force pour cette réforme des retraites. Gamal, c'est sage ? Bayrou. Oui, Bayrou. Bayrou, qu'est-ce que je veux dire ? C'est le milieu, c'est ça, c'est tout mou. C'est pas très sérieux. La réforme des retraites est nécessaire, on le sait, mais passage en force n'est pas bon parce qu'en règle générale, ça braque. Dans une situation où on va avoir une tension sociale de plus en plus grandissante, il faut négocier, il faut discuter, il faut calmer le jeu parce que je tiens à rappeler tout de même les petits coups de vis qu'on nous fait là. Par exemple, je vais vous donner une petite information très rapide. Les transports en commun parisiens, parce que je les prends, le petit coup de vis, c'est qu'ils commencent à se raréfier. Je traduis. Pour faire des économies d'énergie,
ils réduisent la fréquence de passage des tramways, des bus. Donc vous avez parfois des tramways, il faut attendre une demi-heure. On l'explique par manque de personnel. Hein, non, c'est faux, c'est pour les... Il manquerait entre 800 et 1000 conducteurs de bus, par exemple. C'est très étonnant qu'en même pas 2 mois, on est passé d'un trafic normal à... Ah oui. Peut-être les deux, c'est peut-être les deux, parce que les bus, c'est vrai qu'il manque de chauffeurs. Oui, il manque de chauffeurs, mais ça n'explique pas que le tramway... Ils ont réduit la fréquence, ça permet d'économiser l'énergie. Donc j'ai assisté à la scène assez ubuesque dans le métro, par exemple, où ils faisaient sauter les métros et on se retrouvait compressés, alors que c'était en dehors des heures de pointe. Donc je pense que là, il faut être un peu sérieux. S'il veut passer en force, il va créer des tensions sociales plus fortes déjà qui vont se combiner à d'autres. Donc il a raison, le dialogue. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Moi, je pense que dans cette réforme de retraite, il faut être relativement clair. C'est un sujet d'économie qui est très sérieux. On sait que... Alors, c'est pas un secret, mais il faut comme savoir qu'aujourd'hui, un groupe comme BlackRock veut, un fonds de pension américain, s'intéresse énormément aux retraites en France, parce qu'effectivement, ce qu'on appelle l'or gris s'intéresse. Donc, est-ce qu'on va à la privatisation de la retraite? Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que quand tu entends certaines caisses de retraite, je peux t'annoncer qu'il y en a très très peu qui sont déficitaires. C'est clair. Il y en a même qui sont même excédentaires. Il y a certaines caisses qui regorgent d'argent. Tu peux demander même à l'époque de Lionel Jospin. Donc, t'imagines l'argent qui a travaillé. Donc, est-ce que c'est vraiment clair cette histoire de on n'a pas d'argent pour payer les retraites? Moi, personnellement, je préfère la clarté parce que là, sincèrement, j'ai plus l'impression qu'on veut aller véritablement vers du privé. Voilà, vers du privé. C'est le plan Sarkozy, ça. Oui, on ne sait pas comment l'annoncer. La privatisation et voilà, est-ce que la privatisation, tu sais, c'est un peu comme les autoroutes, tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a certainement des retraites à changer, certainement. On peut commencer par les députés. Les régimes généraux. Là, je suis d'accord, peut-être. Mais dire aux gens qu'on n'a plus de caisses dans les... Sincèrement, moi, j'ai un peu de... qui m'intéresse un peu à l'économie, j'ai un petit peu de mal. Alors, je sais qu'il y a aujourd'hui une personne qui cotise pour un retraité, mais il est où le bas de laine? Parce que le bas de laine, il se compte en centaines de milliards. Le truc qu'il faut penser, c'est que M. Macron, qui est inspiré malheureusement par un sombre personnage en matière d'économie, M. Sarkozy, applique à la lettre une politique... Non, là-dessus sur l'économie, c'est Sarkozy. Il applique à la lettre une politique... Comment? Non, mais non, ça c'est du conseil de base. Il y a Jacques Attali. Mais non, Attali compte pas, il faut être un peu sérieux. Les hommes qui comptent, c'est ceux qui ont été aux commandes et qui ont voulu ces réformes. BlackRock, je pense. Alors voilà, absolument. On a M. Sarkozy, par exemple, il s'est pris une claque parce qu'il n'a pas pu, c'est parce qu'il n'a pas pu. Il voulait privatiser les retraites à l'image des fonds de pension, les hedge funds américains. BlackRock, donc voilà. Plus grand fonds de pension dans le monde. Tout à fait. 30 000 milliards de dollars. Oui, c'est une énorme machine de guerre qui est très rentable d'ailleurs. Il t'aurait répondu, casse-toi, pauvre con. J'aurais répondu, je suis pas son père. Mais bon. Plus sérieusement, le truc c'est qu'il faut comprendre qu'il voulait privatiser et qu'il n'a pas pu pour une seule raison. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu. C'est parce qu'au moment où il a amorcé cette privatisation massive, il y a eu l'affaire, pas Enron, mais celle d'après, des subprimes, qui ont flingué. Voilà. Et là, il a plus parler de privatisation des caisses parce qu'il avait peur. Donc Sarkozy a reculé. Et maintenant, Macron reprend le cheval de bataille en se disant c'est le moment ou jamais, parce qu'effectivement, tu viens de dire à l'instant un cotisant pour un retraité. La courbe, on sait que les baby-boomers vont être massifs. Ils vont arriver massivement à la retraite et qu'il n'y a personne pour cotiser. Mais par contre, là où ils nous arnaquent, c'est qu'effectivement, les bas de laine, donc ça veut dire tout ce qui a été mis de côté par les caisses, ça, c'est une opacité extraordinaire. Et autre chose, je vais vous donner un exemple très concret qui est très amusant en matière d'économie. Par exemple, ça fait à peu près 30 ans, enfin 25 ans, qu'on nous saoule avec le RDS, CSG, RDS renforcé. On n'a pas arrêté de nous taxer à plein régime au niveau salarial pour remplir une caisse qui est depuis très longtemps remplie. La caisse maladie remplie. Sauf que ils sont malins parce qu'il y a un principe de vase communicant. Quand il y a un trop-plein dans une caisse, eh bien, on va alimenter notre caisse. Les gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, on aurait dû, parce que c'était provisoire, soi-disant, supprimer le RDS et le CSG, ça n'a pas été fait. Alors que ça libérerait d'autant plus un pouvoir d'achat pour le salarié. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les comptes de l'État sont compliqués parce qu'ils les rendent volontairement compliqués. Ils sont opaques parce qu'il y a des comptes occultes. Et évidemment, pour faire des réformes, il ne faut pas dire que tout va bien. Alors juste dernier chiffre, RDS, on annonce comme un chiffre de 150 milliards d'euros dans les caisses. C'est vraiment pas mal. Alors, on peut la payer des retraites réponse du ministre du Socle à Bayrou, écoutez, c'est pas mal. Je trouve que c'est moi qui porte cette réforme sous l'autorité de la Première ministre et du Président de la République. Donc son avis ne compte pas. Jamais je me permettrai de dire ça, et son avis compte comme celui de tous les autres. Il y en a beaucoup. Mais c'est un parmi d'autres. Actuellement, il y a des procédures qui sont ouvertes. Aujourd'hui, toutes les hypothèses sont ouvertes. C'est pas forcément en octobre que ça passera à l'Assemblée. Ça peut être en octobre, comme ça peut être au printemps. Ça reste ouvert en octobre. Évidemment, c'est ouvert parce que nous respectons le rythme de la discussion et le rythme de la concertation. Voilà, du Socle, donc qui... Sincèrement, ce gars, il n'est pas très sérieux. T'imagines, on est au mois d'octobre. Avant les élections présidentielles, il y a quelques mois, personne ne voulait de la réforme des retraites. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis le mois d'octobre? Comme l'a dit Bayrou, il a raison, et comme le précise Gamel, on va arriver dans un contexte. Et sincèrement, je ne sais pas si les gens mesurent
les prochains mois qui vont arriver avec ces problèmes d'énergie au niveau de l'Europe. Oh non, gamin, non, mais s'il te plaît. Non mais attends, Laisse-nous respirer. Oui mais il a raison là-dessus. Mais je vais te dire un truc. Je sais qu'il a raison, malheureusement. Mais tu sais, malheureusement, tu sais, alors lui, il fait du marketing de la peur. Macron disant voilà, il faudra peut-être moins chauffer, on est en guerre contre le Covid, faut baisser le chauffage. Énergétique. Alors je sais pas, à mon avis, il faudra peut-être acheter des couvertures. Il y a un mec qui va importer des couvertures, il va peut-être faire fortune cet hiver, mais proposer une réforme des retraites dans un contexte social, économique et social, qui aujourd'hui, personne, je dis bien personne, même aujourd'hui, Bruno Le Maire a avoué que le problème de la fermeture, de la livraison de gaz avec la Russie va coûter à la France 1 point de croissance. Il n'a pas dit ça il y a quelques mois. Hein. Il y a quelques mois, il disait nous allons mettre l'économie russe à genoux. Ouais, nous, on est en train de dire qu'on va perdre 1 point. Je ne sais pas si les gens s'imaginent que ça veut dire qu'on va perdre 1 point. Ça veut dire qu'effectivement, on va au-devant de situations qui vont être très très délicates. Et essayer de lancer une mesure de retraite dans un contexte comme ça, franchement, moi j'appelle ça une forme de suicide. C'est pas risqué. Il a raison, Ali Gamal, là. Oui, il a tout à fait raison. Dans un contexte comme celui-ci, d'essayer de pas se faire passer son projet en force, là. Évidemment, parce qu'on est déjà dans un contexte de récession annoncée. Hein. Ils ne l'ont pas dit, mais c'est la réalité. Une paupérisation de la population qui va être évidente, puisqu'il va y avoir un surcoût au niveau de l'énergie, donc de tout. De la nourriture. Bref, on aura effectivement entre 8 et 10% pour commencer d'inflation, donc augmentation des prix et perte de pouvoir d'achat. Et là, il nous propose une réforme de retraite qui va énerver tout le monde, alors qu'il a proposé avant, qui est ses conditions difficiles. Ouais. Et pire, ce que j'ai pas aimé dans l'intervention de ce monsieur, c'est cette façon de mépriser les gens. De dire, pour qui se prend-il? Oui, c'est pas lui qui fait, c'est moi qui l'a conduit, mais c'est pas Dieu, hein, il faut être très clair, je veux dire. Si personne ne veut de sa réforme, il la fera pas, c'est tout. Donc c'est très énervant d'entendre cela, c'est vraiment très arrogant et je trouve vraiment, il y a un manque de dignité dans le propos. Là, on voit vraiment qu'ils veulent passer en force, ils veulent pas négocier. Ah, moi, je pense à un jeune ministre, ce garçon, je sais pas si effectivement il maîtrise un petit peu effectivement l'économie, et je sais pas s'ils sont effectivement au courant de ce qui va nous arriver quand l'Allemagne elle-même t'annonce qu'elle risque d'être en récession, qui est un pays qui a des balances excédentaires commerciales qui regorgent, qui est la première puissance économique en Europe. T'imagines, hein, avec une balance commerciale excédentaire, nous, déficitaires, avec un problème de paupérisation, un problème d'emploi, avec un problème d'endettement, avec des taux d'intérêt qui vont augmenter, tu arrives aux gens, tu dis il faut faire la retraite. Avec une dégradation en plus sur les marchés internationaux. Question pour Amina. C'est Abdel qui nous la pose au 01 40 33 9000. Bonjour Abdel. Bonjour. Bonjour Christophe, est-ce que tu me permets c'est un sujet qui n'a rien à voir avec ce que vous parlez, c'est une question à Gamal, il se passe quelque chose de très grave, est-ce que je peux? Vas-y. Alors Gamal, il y a un truc qui se passe très grave sur les réseaux sociaux. Faut savoir que les Marocains et les Algériens se tapent dessus, des insultes, c'est par millions de personnes. C'est vraiment affreux ce qu'on entend. Moi, je sais pas. Je pense qu'il serait temps, vous les médias, d'apaiser. Si vous pouvez apaiser les choses et faire une émission là-dessus. On voit les Marocains mettre le drapeau israélien derrière eux, se défendre. Bon, ils ont le droit. On voit les Marocains coudre le drapeau israélien sur eux, mais insulter les Palestiniens. Les Algériens montent en flèche. C'est affreux, je vous assure. Hein. C'est des millions d'Algériens qui sont en train de monter en force avec les Marocains. Ils se tapent dessus. C'est une honte. Mais c'est une honte. C'est incroyable. Mais vous savez, Abdel, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, Abdel. Ça me rappelle un truc où les sionistes à l'époque prenaient des profils, des faux profils, se faisant passer pour des Algériens ou pour des Marocains et venaient, comment dirais-je, ils mettaient le feu, quoi. Ils mettaient le feu, ils venaient provoquer. Je pense que franchement c'est ridicule d'abord d'utiliser les réseaux sociaux pour parler de sujets que beaucoup ne maîtrisent pas, malheureusement. Il y a certes un problème diplomatique, il y a un problème entre l'Algérie et le Maroc, mais entre les peuples il n'y a jamais eu de problème, il n'y en aura pas. Donc tomber là-dedans, dans cette stupidité, bah écoute, j'ai envie de te dire... à chacun son époque, hein, si t'as envie de rester, mais on peut rien apaiser du tout. Tu peux pas empêcher. On peut répondre. Tu peux pas empêcher un abruti d'être un abruti. C'est pas l'abruti. Si t'as envie de rester à la maternelle, reste à la maternelle. Si t'as envie d'évoluer, d'étudier et d'essayer de comprendre et réfléchir, c'est ton problème. On va pas être non plus le représentant des abrutis. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est pour apaiser réellement. Je vois ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on doit ou pas prendre position par rapport à ça? La position c'est très clair. D'abord, les peuples maghrébins
on retire des frontières coloniales, les peuples maghrébins sont frères, ça c'est pas discuté. Ensuite, effectivement, et c'est bien Christophe l'a rappelé, c'est qu'effectivement, du côté sioniste, ils font un travail de division, ils instrumentalisent, ils créent des faux comptes par milliers, et ils insultent. Ils insultent d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, c'est très malin. Ils font passer pour des Algériens ou les Marocains? Les deux. Des deux côtés, ils alimentent des deux côtés, parce que pour mettre le feu... Donc ces gens-là font très bien le travail, avec des discours qui sont tellement délirants. Je tiens à rappeler tout de même que les Marocains sont, dans le monde arabe, le peuple le plus pro-palestinien. Ils l'ont montré des dizaines de fois. Donc je ne crois pas que du jour au lendemain, on passe de pro-palestinien à pro-israélien. Et deuxième chose, pour apaiser la chose, je dis simplement, et là je le dis de façon très solennelle, l'Algérie, lorsqu'elle a démarré sa révolution en 54, en 45 au départ, mais en 54 pour la vraie révolution, ils se sont tous inspirés du plus grand des Marocains qui s'appelait Abdelkrim Khattabi, paix à son âme, qui a réussi à vaincre les Espagnols à la bataille d'Anouel, que tout le monde connaît, que l'Algérie encense. Il y a des lycées, Abdelkrim Khattabi, des collèges, des rues, des boulevards en Algérie, tellement ce Marocain est encensé. L'Algérie, plus récemment encore, a pu faire son Hirak parce qu'au Maroc, les Rifins ont démarré un Hirak avec Zafzafi pour des questions sociales similaires et pour des questions de dignité. Et ben je pense que cet exemple-là qui prouve que les peuples sont connectés et se comprennent et s'entendent et s'aiment, cet exemple-là prouve à quel point les peuples n'ont rien à voir avec les débats politiques. Les politiciens sont en tension et nous le voyons, mais les peuples restent et ont toujours été et resteront toujours frères, à telle enseigne, pour finir mon propos, que lorsque l'Algérie va remporter la CAN, c'est le Maroc qui fait la fête avec l'Algérie. Tout est dit. Alors moi, je reviens d'Alger où j'ai passé une petite semaine. Mais attends, tu vas nous en parler dans un instant. Non, je sais, mais je parlais par rapport. Merci Christophe. Hein. Salut. Mais par rapport au Maroc, effectivement, je vais te dire un truc que tu sais, le peuple algérien, sincèrement. Ce qui se passe avec... Ils s'en tapent. Sincèrement, ce qui les intéresse, effectivement, c'est l'économique, manger derrière. Après, derrière... On n'en parle pas beaucoup de cette histoire. Non, franchement, c'est pas le sujet. Bon, très bien. Allez, restez avec nous dans un instant. C'est plus et là, pour répondre sur ce qu'il dit, il faut faire plutôt attention en France. Moi, j'ai plus peur en France que... oui, mais bon, en France... Ah non, mais parce qu'en France, malheureusement, dans des quartiers, tu peux avoir des gens... Et c'est souvent des gens, d'ailleurs, qui ne mettent pas les pieds dans les pays respectifs, qui parlent le plus, d'ailleurs, du pays en question. 01 40 33 9000, Algérie est-elle de retour sur la scène diplomatique? C'est la question qu'on va se poser dans un instant et débattre avec Ali et Gamal. Et vous, auditeurs, 01 40 33 9000, à tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Ali, avec Gamal Abina, ils sont là. Yep. Et avec une auditrice qui nous appelle, elle s'appelle alors Garnia, c'est ça le prénom? C'est ça Philippe, oui, c'est ça. Non, c'est Christophe, moi. Hein. Philippe, il est pas là. Philippe Robuchon, il est sur une autre radio, je salue d'ailleurs mon ami Philippe, hein, qui doit venir me rendre visite d'ailleurs. Donc oui, de Longperrier, je vous appelle. Juste deux réactions. Oui. Par rapport à l'auditeur juste précédent qui parlait des relations entre les Algériens et les Marocains. Je pense que justement, il ne faut pas tomber dans ce truc parce que on a le Maghreb réuni et il faut continuer malgré effectivement soit des faux comptes, soit ce qui se passe, ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on voit. Je pense que nous, au fond de nous, autour de nous, dans nos familles, dans nos cercles d'amis, il faut qu'on essaie justement de rester solidaires. Malgré ce qui se passe. Moi, la première, quand j'ai vu que la normalisation entre le Maroc et l'Israël, je dis j'irai plus au Maroc. Au fond, c'est vrai, mais c'est pas par rapport au peuple, c'est par rapport à l'économie. Ils veulent normaliser leurs relations économiques, c'est bien, c'est tant mieux pour eux. Mais il faut pas oublier le peuple palestinien derrière et rester soudés avec nos compatriotes tunisiens, algériens, marocains et surtout avec les Palestiniens. Très bien, merci beaucoup. Il y avait deux choses. Par rapport aux retraites, moi j'aimerais bien qu'ils la mettent la réforme en octobre, parce qu'effectivement on va peut-être pousser les gens à sortir. D'accord, Gardien, je comprends. Mais moi, voilà, ils l'ont pas fait là cet été, parce que au printemps, il y avait les élections, c'est super important les élections. Quand même. Mais là on va voir est-ce que notre porte-monnaie et notre retraite comptent plus que des élections. Moi, je suis partante. Qu'ils la mettent, je serai la première à y aller dans la rue. Vous faites quoi dans la vie, Gardien, si je puis me permettre? Je suis dans l'administration. Voilà. Et pour autant, j'ai une carrière longue, je pense que moi, je ne serais pas touchée. Mais malgré tout, c'est juste par le principe. Tu l'as pas fait au printemps, mais tu vas la faire là. Mais en fait, non. À un moment donné, c'est pas comme ça, la politique. On fait les choses quand on en a réellement besoin. Là, comme vous l'avez très bien dit, on n'a pas plus besoin. En fait, c'est pas la situation du moment.
c'est pas pour la réforme. En termes de On peut priorité, attendre. On a attendu tellement de temps qu'on peut encore Donc attendre. Garnia espère qu'il va la passer en Garnia, Ukraine pour voir des gens dans leur Garnia, elle a ses baskets prêtes déjà. Elle a les baskets prêtes pour aller prêtes, défiler. Voilà. Ah, mais complètement. Mais j'y suis allée pour le Un petit jour de RTT. J'irai pour voilà, ça y est. Ouais. Ma petite qui a 5 ans, voilà, elle est dedans aussi. C'est ça qu'il faut que la France revienne à ces bases-là. Le français ne se bat plus. Le français reste dans son petit confort. Bah oui, mais enfin, en même temps, Garnia, vous savez, quand vous avez été gilet jaune pendant 2 ans, que vous êtes fait matraquer la gueule tous les samedis par la police, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Non, hein. mais complètement. Non, mais je peux vous assurer que je les ai vus. Hein. Voilà. Avant les gilets jaunes, il y avait des manifs. Après, il y a eu les gilets jaunes. Et moi, je réfléchis tous les jours. J'arrive pas à trouver le truc d'après les gilets jaunes. Mais peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va trouver quelque chose. Il y avait Nicolas Sarkozy qui avait dit à une époque, en France, quand il y a une grève, plus personne s'en aperçoit. Vous vous rendez compte? C'est longtemps. Ouais, longtemps. Quel mépris. Merci beaucoup, Garnia, en tout cas. Et je me permets de vous embrasser fraternellement. À bientôt. Merci, au revoir. C'est gentil, au revoir. 01 40. Non, faire attention, fraternellement. C'est très important. 01 40 33 9000. L'Algérie. L'Algérie est-elle de retour sur la scène diplomatique? C'est la question qu'on se pose, puisque effectivement, depuis l'élection de Abdelmadjid Tebboune, depuis évidemment l'arrivée en poste de Lamamra, qui est un fin diplomate, faut l'avouer, il y a quand même pas mal de monde qui passe par Alger, pas des moindres, des hauts dirigeants de pays évidemment qui passent par Alger aujourd'hui. Du coup, Gamal, est-ce que l'Algérie est redevenue une puissance africaine, diplomatiquement parlant? Alors oui, sur un plan diplomatique, c'est indiscutable. Ça fait quand même 2 ans, au moins. Ça avait déjà commencé à revenir un petit peu, mais là, depuis 2 ans, il y a une accélération de l'histoire. Les Algériens multiplient les sommets, ils multiplient les rencontres, ils multiplient évidemment les initiatives politiques pour calmer des régions en guerre comme le Mali. Ils ont été écartés pour la question libyenne parce que d'autres n'en voulaient pas, alors qu'ils avaient un diplomate chevronné aussi qui était prêt à y aller. Et l'Algérie a 2 diplomaties. Une diplomatie politique de principe, à savoir l'anticolonialisme et la souveraineté des États, le respect des frontières, reconnu internationalement. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect, c'est la politique que j'appelle du porte-monnaie. C'est-à-dire que l'Algérie a aujourd'hui engrangé des sommes faramineuses d'argent et est en mesure, par des investissements, par des prêts, par des aides, de pouvoir convaincre des pays qui ne seraient peut-être pas bien convaincus de se rallier à ces causes. On voit avec la Tunisie, par exemple, où effectivement la ferveur entre l'Algérie et la Tunisie est aussi liée à des aides algériennes qui sont conduites là-bas. Donc l'Algérie revient au devant de la scène. C'est une tradition qu'on avait en 70 qui était très forte. On se souvient évidemment des grands coups qu'avait fait, par exemple, Carlos qui a atterri à Alger sous l'égide de Bouteflika, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et qui va négocier la paix en Éthiopie, les bons offices par rapport à la Palestine, le Conseil national de transition qui a été fait, le Conseil national palestinien qui a créé l'État palestinien en 88 à Alger. Il y avait déjà une longue tradition de négociations diplomatiques, la paix entre l'Iran et l'Irak de Saddam Hussein. L'histoire se répète parce qu'en ce moment il y a des rencontres à Alger, je vous le dis, entre le Hamas et le Fatah. Voilà, ils ont réconcilié les frères ennemis. Hein. C'est pas rien. Le jour d'ailleurs du 5 juillet, ouais. défilé. Il y a eu d'autres responsables palestiniens qui sont venus là. Il y a très peu de temps. Donc l'Algérie est en train de reconstituer une sorte d'axe anti-impérialiste qui, en plus, à la faveur de ce qui se passe en Ukraine, donc des Russes qui reviennent sur le devant de la scène aussi, commence à créer des alliances extraordinaires dans la mesure où ils ont même demandé, vous imaginez, alors que le pays n'est pas très solide économiquement aujourd'hui, hein, ils essaient de sortir des difficultés, mais quand même, ils ont demandé à faire partie des BRICS. Donc l'ambition algérienne est affichée et l'ambition diplomatique est largement affichée puisque il y a le prochain sommet arabe qui va être en novembre à Alger. Absolument. Et qui fait beaucoup d'encre sur la présence ou non du roi du Maroc, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui l'Algérie est redevenue sur la scène diplomatique. Ouais. Ali, tu partages l'avis de Gamal, toi qui reviens d'Algérie justement. Alors, est-ce que tu confirmes ce que dit Gamal, c'est-à-dire qu'économiquement l'Algérie c'est encore faible? Oui, bien sûr, moi je suis de nature optimiste. C'est vrai qu'on a vu l'embellie dans les années 2013, 2014, 2015 avec un baril de pétrole très très élevé des caisses qui à l'époque avaient atteigné 200 milliards de réserves de change. Voilà, 150 milliards, 200 milliards de réserves. C'est vrai que malheureusement avec une économie qui était très très subventionnée, ça fait qu'aujourd'hui les caisses ont commencé un petit peu à diminuer. Et là on a une opportunité. Une légère reprise. Voilà, tout à fait. Grâce à la guerre d'Ukraine.
c'est vrai que grâce, c'est une opportunité pour nous quand même. À cause de grâce. Tu peux dire quand même regarde. Oui, je sais bien, tout à fait, c'est cynique, mais dire par là. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, effectivement, l'Algérie va reprendre sa place. Alors c'est vrai, il y a un enjeu géopolitique, mais qui est lié effectivement à plein de choses. Pour le moment, c'est un pays qui compte énormément, 45 millions. Je pense qu'on est un peu plus de 45 millions. Je pense qu'on doit tomber. Si tu prends plus la diaspora, on a dépassé 50. À mon avis, l'Algérie est un pays. Il y a même des Algériens sur la Lune. Oui, absolument. Qui reste souvent. Donc il y a plus effectivement de 50 millions. Donc effectivement, l'Algérie doit jouer son rôle pivot. Et j'espère qu'effectivement, elle va jouer son rôle pivot avec aujourd'hui les caisses qui sont un petit peu les caisses de l'État qui sont et surtout son rôle diplomatique. Alors c'est vrai que à l'époque, c'était un petit peu tout le monde passait par Alger pour pouvoir résoudre les problèmes. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le cadre, l'Algérie à un moment était un peu écartée. Tu l'as précisé au niveau de la Libye. C'est vrai que la Libye, théoriquement, même les Libyens étaient prêts à discuter, mais après il y avait le fameux général. Qatari, surtout Haftar qui n'était pas fort. Mais maintenant on sait pourquoi toujours une histoire de pétrole. Sûr. Quand je te disais que tout est une question d'économie et d'énergie, il n'y a que ça qui compte. Tout le reste n'est que caduc. Et aujourd'hui, c'est effectivement l'Algérie a un rôle pivot. Preuve en est, il y a un sénateur américain là qui avait un Cubain pour être aussi d'origine. Oui, qui s'est permis effectivement qui s'est permis effectivement de dire que l'Algérie doit être un pays où on doit peut-être aussi le sanctionner puisqu'on achète à peu près entre 7 et 10 milliards selon les années de matériel militaire aux Russes. Donc quelque part on financerait soi-disant la Russie attendrait l'argent de l'Algérie pour financer la guerre en Ukraine. Il faut quand même préciser que ce sénateur qui est pas le dernier des crétins, c'est même l'avant-dernier. Oui. il sort ça, mais c'est vrai parce que c'est une demande aussi ridicule. La Russie a engrangé 167 milliards de dollars de bénéfices pétrole, gaz et autres, et surtout lui, c'est un descendant d'immigrés cubains, donc il a un petit peu la haine contre les Algériens, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ça. Oui, certainement. L'Algérie est un allié traditionnel. Comment on explique, Ali, que, par exemple, l'Algérie redevient une puissance diplomatique, redevient un pays par lequel il faut passer quand on veut faire des affaires en Afrique, et pour autant, au niveau de l'intérieur, il y a encore beaucoup de travail? C'est deux choses totalement effectivement différentes. Je pense qu'effectivement sur le plan interne, effectivement, il y a des réformes économiques que le président a initiées, engendrées. J'espère que moi personnellement, à titre personnel, alors ce qui est important, je pense. T'es confiant ou pas, toi qui reviens d'Algérie? Voilà, moi je pense que il y a une chose qu'il faut bien faire. Quand on parle du pays, c'est comme nous on vit en France, on parle des gens. Il y a des gens qui sont LFI, il y a des gens qui sont de droite, des gens de gauche. En Algérie, il faut aussi cette culture-là. On peut parler d'Algérie, on peut aimer l'Algérie, la montagne, la mer, tout ça, mais à côté, on peut parler des choix économiques qui sont menés, des politiques qui, des fois, ne sont pas efficaces. Aujourd'hui, moi, personnellement, je pense que la privatisation, la création des TPE, PME, c'est ce qui va sauver l'Algérie. Parce qu'effectivement, on se rend compte que lorsque tout est privé, comme par hasard, tout marche. Tout est privé, tout ne marche pas, n'exagère pas non plus. Ça aide. Non, mais oui, mais je parlais par rapport. Je parle effectivement dans l'Algérie. Je parle pas d'économie en France. En Algérie, tu prends un bus. Quand c'est public, le bus, tu sais comment c'est. Voilà. Et quand c'est privé, le chauffeur il va faire attention parce que s'il rentre le soir avec un bus et s'il est détérioré, je pense qu'il va avoir des soucis. Donc je pense qu'effectivement, il y a des opportunités monstres. Il faut quand même penser que c'est un pays qui a beaucoup de besoins. C'est un pays qui dispose de potentiel humain énorme avec une jeunesse absolument qui demande qu'à travailler, je pense, sincèrement. La culture du travail, des mentalités. Et aujourd'hui, quand je t'ai dit avant, on a une chance, une opportunité, c'est que les caisses de l'État sont encore un peu en train de se remplir. Il ne faut pas oublier que le prix du gaz a fait du x5. Même x10, tu peux dire. Plus ils sont plus bas. Ça serait peut-être bien d'investir dans le domaine de la santé, par exemple. Par exemple, un hôpital décent. Tout à fait. Mais par exemple, tu prends l'exemple effectivement des hôpitaux aujourd'hui, ça serait un petit peu comme souhaitable que toute grande ville d'Algérie bénéficie d'un grand CHU. Oui. Alors le président ce matin en a parlé, je crois hier ou avant-hier, qui veut effectivement créer un grand hôpital sur Alger, mais les hôpitaux Alger, il en faudrait 5 ou 6. Il en faudra au rang. Donc il y a vraiment. Donc regarde, en Europe, on a besoin de marché. Et on a besoin d'argent. En Algérie, on a la chance d'avoir des marchés monstrueux, des besoins monstrueux à tous les niveaux. Voilà. On voit par exemple dans l'agriculture, dès qu'on a commencé à avoir des initiatives privées, tu as vu comment ça cartonne? Ça cartonne, il y a des gens qui exportent maintenant l'huile d'olive aux États-Unis. Et les Algériens travaillent. Et aux États-Unis, la pomme de terre, c'est incroyable. Donc tu vois, quand tu as des initiatives privées, je pense qu'il faut arrêter de dire ouais, l'Algérie, il faut aller travailler. Il faut la culture du travail, la culture d'entreprendre, arrêter un peu l'assistanat, compter que sur le gouvernement, l'État. L'État est à sa place, il peut peut-être faire des choses bien, pas bien, mais sincèrement, l'initiative privée, pour moi, elle est fondamentale. Moi, j'étais avec
je discute avec pas mal de gens. Je vois par exemple un mec, j'étais à Babelwed, tu vois, Babelwed, c'est quartier populaire. Ouais. Je vois un type, il a monté un café, un type, il a monté une résidence dans laquelle j'ai dormi. Hein, donc j'ai logé à Babelwed. Sincèrement, Babelwed, c'est super ce qu'il a fait, le gars. Le mec, il a monté un café en plein Babelwed. C'est un mec qui vient de France. Mais il t'a fait un truc super bien. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs, Ali, tu as raison de parler de ça, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent en France, et d'ailleurs beaucoup de jeunes qui ont décidé d'investir dans leur pays d'origine. C'est ce qu'il faut. Pour aller monter des affaires. Il y en a même qui font l'aller-retour avec des affaires ici, des affaires là-bas, et ils les mettent en lien d'ailleurs entre les deux pays. C'est ce que disait Gamel avant, ça c'est important. J'ai mangé dans un restaurant à Deli Brahim, à Beaucartier. Alors, on va faire la pub, ça s'appelle La Villa. Franchement, quand tu rentres à l'intérieur, on a fréquenté des endroits sympathiques à Paris. Franchement, c'est magnifique. Piscine à l'intérieur, grand écran, des super tables. Mais c'est impressionnant. Le service qui est là, franchement, on se croirait pas à Alger. On dirait pas qu'on est en Algérie. Donc tu vois, les initiatives privées, faut aujourd'hui avoir la culture. Faut changer de logiciel, de mentalité. Ce pays se développera pas grâce à tel ou tel pays, se développera par l'initiative des individus, des humains. Et la communauté, la diaspora algérienne, je pense qu'elle a un rôle fondamental à jouer. Moi, j'ai envie de dire simplement une chose, c'est que tu viens de dire un truc intéressant. Babelwed, que je connais très bien parce que ma famille y habite, c'était un quartier très déshérité. Le quartier de l'horloge, ça, c'était l'horreur, quoi. Et quand on voit qu'un immigré, comme on les appelle les immigrés là-bas, s'installe et produit de la richesse dans un quartier désœuvré, ça dit des choses. Je sais que j'ai des copains qui sont... ça dit que tout est possible. C'est le pays où tout est possible. Il y a deux valeurs qu'il faut défendre en Algérie. La valeur travail. Il faut arrêter, les Algériens doivent sortir la tête l'idée que le pétrole et le gaz nous appartiennent. Il n'appartient pas au peuple algérien, il appartient à l'État algérien pour faire les grandes infrastructures. C'est un facilitateur. Ce qui nous appartient, c'est le travail. Et je répète, en comparaison de la France, on est bien comparé, on va comparer. Quand les Français ont découvert des mines de charbon immenses dans le Nord, est-ce que le Français lambda disait ça nous appartient? Non. Il savait très bien que c'était régalien, c'est un rôle de l'État, l'État gère. Et de l'autre côté, sans jeu de mots d'ailleurs, l'État gère. Et de l'autre côté, quand vous faites n'importe quoi en Algérie, quel que soit le secteur, tourisme, loisirs, restauration, production agricole, puisque c'est le carton actuellement, eh bien ça marche. Ça paraît étonnant, mais ça marche. Et les réformes conduites, et là maintenant on va parler d'économie dure, les réformes conduites ont fait qu'enfin, il n'y a plus ce fameux 49-51 qui nous sanctionnait en tant qu'investisseurs étrangers, parce que les petits investissements n'ont pas les nécessités et vocation à subir un partenaire algérien sur place. Et deuxième chose, ils ont facilité l'investissement en sanctionnant les fonctionnaires qui ne facilitent pas l'investissement. Et troisième chose très importante, c'est qu'on peut sortir la devise. Parce que l'Algérie est très riche, on a le droit aujourd'hui de sortir la devise, qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça doit encourager les Algériens de la diaspora à investir chez eux, parce que c'est chez eux qu'ils veuillent ou non, et à créer de la richesse pour que là-bas, les gens aient envie de travailler et se fixer, tout simplement. Donc, tu vois, par exemple, moi j'ai eu l'occasion de visiter quelques ports, le port de Tipaza, Zemouri, d'El-List, en Kabylie, tu vois. Bah, quand tu te dis là-bas, en termes de potentiel, rien que sur la pisciculture, sur de la pêche et tout ça, mais c'est monstrueux. Donc c'est un pays qui a vraiment, sincèrement, il faut essayer de parler un peu en positif et pas voir toujours tel ou... Sincèrement, je sais pas si Tebboune demain matin, il va s'intéresser à moi s'il ouvre un restaurant, tu vois. Ça va dépendre de moi, quoi. Je vais faire travailler des gens, je monte un restaurant. Tebboune ou pas Tebboune, le restaurant, je peux le monter, pas besoin. Donc faut arrêter. C'est vrai qu'on part d'une culture où les gens sont effectivement assistés. C'est quand l'Algérie, il aime bien l'assistanat, l'État donne les logements, subventionne. T'imagines comme l'Algérie, c'est l'un des seuls pays au monde où quelque part on subventionne plein de produits qui sont importés. Alors parce qu'on a les moyens, parce qu'on importe du blé, bah, c'est subventionné par l'État. Mais d'un côté, c'est pas bien parce que les poubelles sont pleines de pain, parce que le pain n'est pas cher. Donc tu vois, il y a une notion de responsabilité. Donc il faut responsabiliser les gens, envoyer des initiatives privées. Et je pense, comme on l'a dit Gamel au tout début de la discussion avec Macron, c'est vrai qu'on a un gâchis terrible. On ne se rend pas compte des opportunités qu'il y a entre la France et l'Algérie. On peut développer mais tellement de choses. Mais je vais te dire un truc, entre le sud algérien qui regorge de richesses. Tu prends le Maroc, par exemple, tu vois, l'argan, c'est développé l'huile d'argan, mais c'est développé par des Français ou des Allemands qui exportent ça. Nous, on n'a pas besoin. Tu peux, toi, en tant qu'Algérien ou en tant que Français d'origine algérienne, aller en Algérie et puis développer ton pays. Allez, pub dans un instant, le quiz à suivre sur France Maghreb 2, ne bougez pas. Yes. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bien, merci d'être avec nous en direct avec Gamal Abina, avec Ali, notre directeur commercial, avant la battle dans un instant. Je peux terminer par une petite anecdote. Oui, vas-y. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, nos parents, quand ils partent en Algérie, ils passaient un temps fou quand ils faisaient
par exemple Paris-Alger ou 7 Alger ou Marseille-Alger en bateau, parce que la douane y contrôlait, qu'est-ce que vous avez ramené. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que tu passes plus de fois de temps dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que maintenant, beaucoup d'immigrés ramènent des produits d'Algérie. Ouais. Et cette année, je ne sais pas si tu le sais, Christophe, bien, mais ils ont ramené énormément de produits, notamment de la semoule, du couscous, de l'huile d'olive. Et c'est un peu embêtant parce que c'est tous les produits qui sont subventionnés par l'État. Et l'ordre a été donné à la douane. Et là, je félicite le président pour donner cette directive de ne pas laisser les gens piller. Parce qu'ils prenaient des tonnes et des tonnes de trucs qui ramenaient ça en France. Imagine ce qui est le comble des combles. C'est-à-dire que maintenant, les gens ramènent des produits d'Algérie. Alors, ils dévalisaient tout à type pour le bled. Maintenant, c'est le contraire. Exactement. Ouais. C'est rigolo quand même. Hein, c'est rigolo, c'est vrai. Belle anecdote. C'est parti pour le quiz. Le quiz. Première question, messieurs. Quel joueur de l'équipe de France de foot refuse de participer à la séance de photos demain? Mbappé, non? Mbappé. Je sais pas. Ouais. Kylian. Qu'est-ce qui lui arrive à Kylian? Kylian, toujours le même problème, lui, je pense que... Il y a des problèmes dedans, peut-être. Non, problème de sponsor et tout ça. Ah oui. Bon. Ah ouais. Tiens, ça fait polémique en Angleterre. Combien vont coûter les obsèques de la reine? 2 milliards. Non. 500 millions d'euros. Bon, moins, mais non. 100 millions. Il y a 10 000 policiers, ça doit coûter la baguette. 10 millions d'euros, 10 millions, ouais, allez, on va dire une vingtaine de millions d'euros, non? 35 millions d'euros, c'est énorme, et ça fait polémique en Angleterre, évidemment, en cette période de... ils ont annoncé 10 000 policiers, quand même, hein. Mais alors, 35 millions, c'est énorme, quand même. Bon, c'est la reine, God of the Queen, mince. Tiens, quelle enseigne va ouvrir son premier magasin à l'international à New York en 2024? C'est un grand groupe de magasins en France présent à Printemps. Bonne réponse. Le premier magasin Printemps ouvrira à New York face à Broadway en 2024. Donc super emplacement. Face à Broadway, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Tiens, selon un sondage, je trouve que les gens sont hypocrites. Selon un sondage, selon vous, que ne va pas regarder les Français? Que ne vont pas regarder les Français? La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Pratiquement la moitié des Français ne vont pas regarder la Coupe du Monde. Aucun match de la Coupe du Monde. Selon un sondage, mais je crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde, moi non plus. D'ailleurs, je tiens à dénoncer une chose que j'ai eu l'occasion de dénoncer sur Twitter, on va bien rigoler là. On entend beaucoup de... Là, c'est Amnesty qui a osé ça, c'est honteux de leur part. La dénonciation des conditions ignobles de travail des ouvriers qui sont ignobles. Je suis tout à fait d'accord avec eux, il faut le dénoncer, ce que les entreprises françaises et occidentales font au Qatar. Parce que je rappelle que les Qataris sont incapables de fabriquer un immeuble, tout est fait par les sociétés occidentales. Donc si on doit mettre à l'index quelqu'un, c'est le donneur d'ordre qui est la société occidentale. Tiens, dernière question, qu'est-ce qu'aurait refusé Emmanuel Macron pour les obsèques de la reine? Refusé? Ouais, il a refusé quelque chose. Une tenue vestimentaire? Non, du tout. Une main, non, je sais pas. Non, du tout. Il est très poli quand même, notre président. Il a refusé quelque chose. Il a refusé, il y avait un protocole. Il y avait un protocole pour les chefs d'État, il a refusé quelque chose. Être assis à côté de quelqu'un ou non, il a refusé de monter dans le bus des chefs d'État. Voilà. Pourquoi? Biden, il a obtenu l'autorisation pour être en limousine pour des raisons de sécurité. Donc Macron, il s'est dit, bah attends, pourquoi pas moi? Je veux pas moi. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc moi, voilà. Moi je le rassure, à mon avis, Macron il peut se balader en short à Londres. Je sais pas si on le reconnaît. Il y a rien à craindre. Je vous ai raconté celle-là, c'est une photo qui a circulé au Moyen-Orient, véridique, j'invente rien. C'était Fayrouz qui avait reçu Macron. Et vous savez ce qui était dit dans la région, j'avais déjà dit une fois. Ils ont dit, mais c'est qui le type à côté de Fayrouz? Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est vous dire la popularité. C'est nous dire la popularité. Dans un instant, Poutine a-t-il perdu la guerre? Si on en croit les médias français, c'est oui. Sur Twitter, la question vous est posée sur Twitter, le grand forum FM2. Et vous êtes 80% à dire non, qu'il n'a pas perdu la guerre. Pourtant, Bernard-Henri Lévy, quand même un grand monsieur, un philosophe, un génie. Un génie, évidemment, nous annonce, c'était en direct d'Ukraine à la télévision, ça nous rappelle Misrata en Libye, en train de nous dire que Poutine a perdu la guerre, que même Zelensky est bien en deçà de la réalité, que l'Ukraine a récupéré la plupart, voire la majorité des territoires que la Russie a pris ou a conquis. Du coup, Poutine a-t-il perdu la guerre? C'est la battle du jour entre Ali et Gamal Abina et vous pour jouer les arbitres 01 40 33 9000. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 qui se termine toujours par une bonne battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Parce que c'est notre projet. Voilà, merci d'être avec. J'adore cette jingle. Alors, messieurs, on va parler de la guerre en Ukraine, évidemment. Sérieux, avec, donc, selon les médias français, les spécialistes, les philosophes en carton, Poutine aurait perdu la guerre, évidemment. On nous annonce qu'effectivement, l'Ukraine a repris des milliers et des milliers de kilomètres carrés à la Russie, qui est en pleine perdition. Dans cette guerre, Ali va tenter de nous dire que oui, Poutine est en train peut-être de perdre la guerre. Ali, à toi de jouer pour tes arguments. Alors effectivement, Poutine est en train de perdre la guerre. Alors sur le plan militaire, c'est vrai qu'on ne connaît pas son plan initial, hein, mais il est vrai qu'aujourd'hui on voit que son armée est en train apparemment de céder du territoire dans différentes villes. Pour moi, il perd parce que je pense qu'il est tombé dans le piège des États-Unis, qui lui ont préparé cette guerre visiblement depuis... certains spécialistes disent déjà depuis 2019 que cette guerre était préparée. Là, on commence à en parler. Donc je pense qu'effectivement, Poutine est tombé dans ce piège-là. Alors, il est en train d'essayer de demander, de voir avec la Chine et de l'Inde, de pouvoir l'aider économiquement, puisque regarde, il a un problème avec tout ce qui est la partie composants électroniques et tout ça. Donc ça, on sent... Alors, il a beaucoup d'argent, ça c'est clair, il a beaucoup d'argent. Est-ce qu'il a gagné la guerre militairement ? Moi, je pense que c'est pas sûr. En tout cas, la guerre économique, je pense que sur un plan, il a peut-être rempli les caisses, mais sur un autre plan, je pense qu'il a énormément perdu, puisqu'à aujourd'hui, il se retrouve dans des situations un petit peu de dépendance vis-à-vis de la Chine et de l'Inde. Et je ne sais pas si effectivement, même s'ils sont avec le BRICS, s'ils vont pouvoir l'accompagner, l'aider, parce que l'intérêt de la Chine, c'est pas aussi forcément à ce que l'économie russe décolle. Il a envoyé un bon missile, notre ami Ali, la Gamal Abina. Comment va-t-il s'en sortir? Moi, j'ai un antimissile, hein. J'ai un patriote. Alors, je vais dire simplement que je félicite Ali d'avoir défendu cette position qui est indéfendable. Alors, je te félicite parce que c'est pas évident de raconter des bêtises comme ça. Maintenant, non, c'est pas des bêtises que j'ai dit. Non, c'est amusant, mais la position est dure à défendre. Ah ouais, bon, maintenant, je vais lui retirer la chaise directe, il va se prendre sur sa corde, le pauvre. Parce que non, il a largement pas perdu la guerre. On commence d'abord par le terme du débat. Comment peut-il perdre une guerre qui n'est pas encore finie ? Une guerre, ce n'est pas une bataille. Donc il a perdu, c'est vrai, une petite bataille. Il a perdu Izium, il a perdu toute la partie, une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon consacrée, l'Ukraine, puisque c'est bien l'Ukraine. Hein. Lorsque BHL, dont le cerveau est certainement pas plus haut que ses chaussettes, nous dit ça, c'est parce que c'est une sorte d'incantation qu'il se fait tout seul, parce qu'il aime bien incanter les choses, raconter n'importe quoi. Il dit n'importe quoi parce que c'est quelqu'un qui est complètement dans le dogmatisme imbécile. Maintenant, il faut être très clair. Quand on perd une guerre, c'est une déclaration qui est faite des deux côtés, on le sait. Quand on perd une bataille, c'est juste peut-être une contre-performance qui ne change pas les rapports de force. Aujourd'hui, la Russie est en Ukraine, occupe le sud et l'est de l'Ukraine de façon déterminée et totale. Ils ont été légers sur la contre-offensive ukrainienne qui était très forte, mais je rappelle tout de même, c'est une victoire à la Pyrrhus. Parce que les Ukrainiens ont perdu 10 000 bonhommes pour reprendre ce territoire. Donc déjà, c'est un territoire qui était vide et vierge, et en plus, ils y ont perdu 10 000 hommes. C'est un massacre comme jamais, et très peu de Russes. Et surtout, aujourd'hui, il faut attendre la réponse russe. Ils ont limogé le général qui n'a pas été très sérieux, mais les Russes, encore une fois, je le rappelle, font la guerre en Ukraine. C'est frontalier, mais il n'y a pas une ville russe qui a été touchée. Mais est-ce que finalement, Poutine est en guerre contre l'Ukraine ou en guerre contre l'OTAN? Alors ça, c'est ce qu'on appelle les guerres par proxy. Évidemment que l'Amérique, les États-Unis pour être précis, pas l'Amérique, sont à la manœuvre. C'est ce que tu as balancé Ali, hein, que finalement oui. Poutine s'est laissé piéger par les Américains. Il ne s'est pas laissé piéger, il savait où il allait. Les Américains ont encouragé Zelensky, et c'est bien dommage parce que Zelensky n'était pas un anti-russe au départ, ils l'ont encouragé en lui faisant croire qu'il pouvait gagner à faire cette guerre. Ils ont encouragé cette guerre et les Européens à tomber dans un piège grossier puisque l'Europe est en train de payer très durement un embargo dont elle n'avait pas besoin. Et surtout les Américains qui sont des grands bénéficiaires n'ont pas de problème de gaz, de pétrole. Ça va relancer leur industrie du gaz de schiste, pétrole de schiste, puisque ça coûte cher. Et ils n'ont pas de problème de blé puisque l'Amérique est le premier producteur mondial de blé. Donc les Américains ont effectivement piégé, pas tellement les Russes, que les Russes finalement se sont défendus. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais les Européens, c'est eux les grands perdants. Ça rappelle la Première et la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois c'est les Américains qui gagnent. Et donc en substance, j'ai envie de dire simplement, c'est que non seulement la guerre n'est pas perdue, puisque la guerre n'est pas finie, on commence par le début, c'est une bataille, une contre-performance, mais je rappelle tout de même que c'est la première en 6 mois. Ça devait arriver. Ali, il faut quand même admettre que l'Ukraine a justement beaucoup d'aide au niveau armement,
au niveau argent. Et Oui, que peut-être qu'on peut comprendre que la Russie est un peu de mal. Argent, je suis pas d'accord. Ils sont endettés. C'est des milliards de dollars. C'est un peu normal. C'est un prêt, c'est pas un don. Alors l'aide américaine aujourd'hui, le dernier chiffre, c'est 15 milliards de dollars. Donc les États-Unis, pas rien quand même. C'est une goutte d'eau. Dans une guerre, c'est une goutte d'eau. Ce qui est effectivement pas rien, 15 milliards de dollars. Je pense qu'effectivement c'est énorme. Mais là où on peut effectivement se poser la question, c'est que je pense que Poutine, sur son armée, parce que effectivement l'armée russe est quand même une armée qui est quand même supposée être entraînée. Bon, la preuve, ils ont limogé un général. Je pense qu'effectivement, là, il a une surprise, parce qu'on vient d'apprendre, ça commence un petit peu à sortir, que, en fait, on vient d'apprendre que tout l'establishment et tout le commandement ukrainien, il est effectivement sous ordre des États-Unis, effectivement des États-Unis, qui effectivement leur apportent leur soutien militaire, logistique, tactique, technique, qui fait qu'effectivement, le renseignement est américain, bien aussi. sûr, qui fait qu'on peut arriver au devant effectivement peut-être de quelques surprises. Donc là, je pense que sincèrement, Poutine, à mon avis, qui est un joueur d'échecs, là-dessus, je reconnais, pas dans le temps. Hein, oui, tout à fait. Tu as complètement raison. Je me dis, il a quand même dû faire face à certaines surprises. Je ne pense pas que lui, en termes de nombre, il pensait qu'il allait mobiliser autant de soldats, autant de personnel. Il y a quand même eu pas mal de décès de son côté. Donc ça, c'est effectivement, on peut dire quelque part, il a quand même, à mon avis, sur certains plans, je pense qu'il y a eu certaines peut-être erreurs. Est-ce que c'est des erreurs qu'il a sous-estimé peut-être la réaction ukrainienne? Et je pense que là-dessus, avec le temps, alors peut-être que le temps nous le dira, hein, comme tu l'as si bien dit, est-ce que c'est une bataille ou une guerre? Moi, personnellement, je pense que dans cette guerre-là, finalement, il n'y aura aucun vainqueur, aucun gagnant. Pour moi, je pense que l'objectif, c'était de dégager Poutine. Je ne sais pas si on va y arriver, parce que peut-être créer des problèmes. Hein, on a quand même créé des problèmes, tu vois, les gens ne peuvent plus voyager, on s'attaque aux vieux, pas de visa. Oui, mais Poutine est très populaire, et surtout, Poutine, c'est pas Poutine. Il commence à y avoir des voix dissonantes quand même en Russie. C'est marginal. Il faut être 95% d'adhésion, ou 80% aujourd'hui. Il faut se rappeler quand même, le numéro 2 qui était devenu président à l'époque, qui était à la place de Poutine pendant un temps, qui était président de transition, quand il s'appelait déjà. Dimitri Medvedev. Medvedev est ultra radical, plus encore que Poutine. Sergueï Lavrov est devenu radical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie considère qu'ils défendent des Russes, tout simplement. Le Donbass, c'est la Russie pour eux. Et surtout, ils ne vont jamais lâcher la Crimée, parce qu'historiquement, c'était russe. Donc, je ne crois pas qu'ils puissent perdre cette guerre. Il va y avoir des pertes, beaucoup de pertes humaines, mais il faut se rappeler quand même que la contre-offensive, quand on attaque quelqu'un sur le territoire, on n'a pas l'aviation. Les Ukrainiens n'ont pas d'aviation. Quand vous attaquez, vous vous exposez grandement et vous perdez beaucoup. Donc le rapport de force était de 1 contre 8 en faveur de l'Ukraine. Ils ont envoyé beaucoup d'hommes, c'est vrai. Mais ils ont perdu beaucoup d'hommes. Mais les 10 000, là, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Et ils ont perdu beaucoup d'hommes. C'est normal, ils sont exposés. 10 000 hommes, c'est vrai que c'est énorme. C'est monstrueux. Après, les Russes ont perdu les hommes. C'est pas marginal, mais très peu. On voit bien que c'est peu documenté. Moi, je dis simplement, et je veux le dire vraiment pour la conclusion de mon propos, c'est que j'ai eu un débat il n'y a pas longtemps avec un type du Modem. J'ai trouvé ça effrayant ce que j'ai entendu. Lui était content parce qu'ils apportaient les armes, parce qu'ils se battaient les Ukrainiens, ça m'écœurait. Je me dis, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites? Il faut la paix, il faut les obliger à négocier, il faut arrêter ce bain de sang. Les Ukrainiens sont en train de mourir pour rien, et c'est que les Ukrainiens qui meurent. Des soldats russes, c'est vrai, même majoritairement c'est la population. Donc c'est intolérable, et il faut pousser les gouvernants, le nôtre en l'occurrence, et tous les autres d'ailleurs, à pousser Zelensky et Poutine à la table de négociation. Et pourquoi je dis quelque part un peu Poutine un peu... c'est la fin de la battle. Le sifflet de l'arbitre a retenti. Poutine, c'est parce que on a pu remarquer que depuis le début, malheureusement, aussi stratège soit-il Poutine et Lavrov, malheureusement les Américains ont été beaucoup plus forts sur la partie diplomatie, puisqu'ils n'ont pas laissé la diplomatie rentrer en action. On a tout de suite été dans le côté sanctions et le côté guerre. Et c'est là où, quelque part, Poutine n'a pas pu jouer son jeu. Ça, c'est terminé pour aujourd'hui. En tout cas, 80% sur Twitter, le Grand Forum FM2 pense que Poutine n'a absolument pas perdu la guerre. Voilà pour cette battle, première battle de cette semaine. Merci beaucoup mon Ali, merci mon Gamal. Merci beaucoup. De retour demain les amis, avec Philippe Pourriaki et Amin Sarr qui seront avec nous demain entre 16h et 18h. Restez bien fidèles à France Maghreb 2. Dans un instant, le journal est juste après Medjed. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fraud de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fraud sur France Maghreb 2. France Maghreb 2.